Je voulais t'annoncer de vive voix que tu es le grand gagnant de ce concours du podcast Le Déclic du 100e épisode. Donc, Waouh, sur, sérieux? sur les 909 participations, c'est toi qui as été tiré au sort. Donc t'es arrivé à Dubaï hier soir. Exactement. J'en parlais à 2-3 personnes avec qui je veux te mettre en relation de par la personne que tu es, les hauts, les bas que tu as vécu, le parcours que tu as, les valeurs que tu as. Tu le mérites tout particulièrement. J'ai grandi dans des milieux populaires. La délinquance était à 2 pas de notre porte. Il m'est arrivé d'avoir certains conflits physiques. J'ai pris la décision de devenir enseignant et en toute franchise, j'en ai fait un burn-out. Je me suis rendu compte à quel point notre temps était précieux. De là est venue l'idée du jeu pour conscientiser les entrepreneurs jeunes parents à voir la force du plan de 90 jours. Salut Comrade. Salut Alec. Comment tu vas? Ça va très bien. Parfait. Bon, Comrade, ça me fait super plaisir de t'avoir ici parce que du coup, tu es le fameux gagnant de l'épisode numéro 100 qu'on avait fait justement avec Oussama. D'ailleurs, il y aura une fiche pour celles et ceux qui veulent revoir cet épisode et comprendre justement quel était ce concours. Donc, tu es arrivé à Dubaï hier soir. Exactement. Là, cette nuit, tu as pu justement dormir dans un hôtel pas très loin de chez moi finalement. Agréable l'hôtel, j'imagine. Très agréable. Très agréable. Très bien dormi aussi. Parfait, super. Puis on s'est retrouvés tout à l'heure où on a pu échanger. Ça fait quelques heures maintenant qu'on est ensemble, qu'on a discuté. J'ai pu apprendre à te connaître. J'ai pu comprendre aussi ton business, ton parcours. Un parcours assez dingue. Justement, j'en parlais à 2-3 personnes avec qui je veux te mettre en relation parce que tu restes du coup jusqu'à mardi ici à Dubaï. Tu es une personne extrêmement intéressante et ça me fait très très plaisir que ce soit toi spécifiquement qui ait gagné justement ce concours. Donc j'estime vraiment être chanceux autant que tu ne l'es finalement parce que pour moi c'est extrêmement important de pouvoir créer du contenu de qualité et puis aussi offrir cette opportunité à quelqu'un qui la mérite. Clairement. Non pas que certaines personnes ne le méritent pas, mais surtout parce que tu le mérites tout particulièrement. On va l'identifier dans ton parcours, de par la personne que tu es, les hauts, les bas que tu as vécu, le parcours que tu as, les valeurs que tu as. Et je pense qu'on va faire un épisode vraiment chouette. Tu as même préparé des questions. Donc hâte de moi aussi répondre à certaines de tes questions, même si aujourd'hui le but c'est de faire un zoom surtout sur toi. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce qu'on se connaissait d'avant finalement? Non, on ne se connaissait pas du tout. Ok. Donc on s'est connus il y a peut-être 5-6 mois sur LinkedIn. Ouais, tu m'as découvert sur LinkedIn. Je t'ai découvert sur LinkedIn et c'était suite à un acte de bienveillance que tu avais effectué par rapport à une personne. Ouais. Et tu disais justement sur le post que tu donnais avec bienveillance aux personnes, mais finalement ils te le rendaient par soit une demande excessive ou de la trahison. D'accord. Donc moi j'avais simplement mis un commentaire. Tu fais partie du club de ceux qui ont plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et à l'époque même, je te confondais avec un autre créateur de contenu. Un autre créateur de contenu sur les réseaux. D'accord, ok. Et petit à petit, j'ai commencé à te découvrir. J'ai vu que tu faisais tu animais un podcast que j'ai découvert aussi et que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et finalement, bien plus tard, tu as proposé ce concours pour ton 100e podcast. Ouais. Et comme ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer, alors qu'habituellement, je ne participe jamais au concours. Ouais. Et j'ai participé, j'ai rempli toutes les modalités et finalement le bon sort est tombé sur moi. Ouais. Et je ne m'y attendais absolument pas. En toute franchise, je ne m'y attendais pas. On va mettre là l'enregistrement du moment où justement Océane, qui est la responsable du podcast Le Déclic, t'annonce la bonne nouvelle. Ouais. Ça va être rigolo de revoir ce passage. Waouh, Eva. Quelle surprise. Oh, c'est top, Eva. Waouh, je tombe des nues là, je tombe vraiment des nues. Waouh, Eva. Franchement, en plein combat, en plus, en pleine période de combativité, ça fait du bien de voir la lumière, voir le bout. Donc, c'est bien. Trop bien. Ok, du coup, justement, donc tu reçois cette nouvelle et au départ, quand tu reçois cette nouvelle, qu'est-ce que tu te dis finalement? Lorsque j'ai reçu cette nouvelle, en toute franchise, je ne m'y attendais absolument pas, puisque j'étais jusqu'au 31 août, j'étais directeur d'école. Donc j'ai dirigé une grosse école de 416 élèves et j'étais en phase de transition, parce que j'ai scindé l'école en deux avec mon équipe. Et j'étais en train de faire la transmission en fait, au nouveau directeur. Ouais.
Et à te dire vrai, j'avais même oublié le rendez-vous que j'avais avec Océane. Donc Ouais. je ne l'ai pas honoré. On avait rendez-vous à Je m'en 16h. souviens, je m'en souviens. Et j'avais complètement oublié, j'étais en train de faire le point avec la nouvelle directrice. Et c'est 2 heures après que je me rends compte que j'avais loupé le rendez-vous. Donc vers 18h, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais obligé de jouer la transparence de toute façon. Et c'est une de mes valeurs. Donc j'ai appelé Océane, je lui ai dit, franchement, je suis désolé, en toute franchise, j'ai oublié. Je te le dis clairement, j'ai oublié. J'ai contacté, enfin j'étais toujours dans mon milieu professionnel et honnêtement, j'ai zappé. Et cette semaine, il s'était passé énormément de choses. Je t'en parlerai aussi si tu veux bien, parce que c'était une semaine assez particulière à la fin de l'année scolaire dans tout le territoire français, pas que dans ma zone. Et du coup, je pensais qu'elle allait me dire, bon ben, je suis au regret de vous dire que vous avez été disqualifié parce que non seulement vous n'avez pas honoré notre rendez-vous, mais voilà. Et finalement, elle me dit, bon ben, félicitations, vous êtes le grand gagnant. Et je suis tombé des nues, je me suis dit, mais comment ça en fait? Je suis le grand gagnant de quoi? Et du concours. Et de là, en toute franchise, j'étais extrêmement heureux. Et la première parole qui m'est sortie comme ça, je lui ai simplement dit, après les ténèbres, la lumière. Elle m'a dit, mais comment ça? Et je lui ai dit, je t'en parlerai lorsqu'on se verra, parce que j'ai traversé beaucoup de situations difficiles, challengeantes. Ce ne sont pas les difficiles du monde, mais en tout cas pour moi, elles étaient challengeantes et elles m'ont beaucoup appris. Elles m'ont appris à être beaucoup plus humble et surtout beaucoup plus déterminé dans ce que je fais et ce que je vis. Et finalement, ben, ça s'est très, très, très bien terminé. Exactement. Exactement. Et bon, finalement, tu dis ça c'est terminé, mais pour moi, c'est que le début. C'est vrai. Ce podcast marque finalement le début aussi de ton activité, parce que ça fait quelques semaines maintenant que tu la développes. Oui. Tu as mis de côté justement ton job de directeur des écoles spécifiquement pour développer cette activité, Exactement. en parallèle de ton rôle de père, Oui. qui est en lien direct avec le développement du coup de ta nouvelle activité entrepreneuriale. C'est pas la première fois finalement que tu es à ton compte, parce que tu faisais aussi justement des cours à domicile liés à ta profession dans l'éducation. Donc on va y revenir. Et justement, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi la lumière après les ténèbres? Est-ce que tu peux nous parler davantage de cette phase, on va dire, ténébreuse de ta vie? On a envie de savoir du coup qui est Comrade et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici. Alors moi j'ai plus ou moins les réponses parce que ça fait plusieurs heures qu'on discute et je me suis rendu compte à quel point finalement tu as un parcours semé d'embûches qui pourrait limite être dans un film pour certaines parties de ta vie. Du coup ouais, avec plaisir pour en savoir plus, puis on rentrera dans tout ça. Et le but vraiment de cet épisode, c'est qu'on décortique d'une part qui tu es, ce que tu fais, et finalement, tu as développé une expertise qui est liée aussi à la productivité, que ce soit pour les entrepreneurs, mais pour les parents, et plus spécifiquement pour les parents entrepreneurs, qui leur permettent donc d'accomplir plus en moins de temps, de passer plus de temps de qualité avec leurs proches, de réussir justement en une méthodologie de 90 jours que tu as établie, à pouvoir aller chercher davantage de résultats. Donc, dans ce podcast, on va d'une part découvrir un auditeur au parcours atypique, d'autre part apporter de la valeur à celles et ceux qui nous écoutent autour de ces sujets que je viens d'évoquer. Et puis également, tu m'as préparé quelques questions, donc on verra ça peut-être pour la fin, Très bien. s'il nous reste du temps, parce que vraiment l'objectif, c'est toi ici aujourd'hui. Très bien. Qui est Comrade? Qui est Comrade? Bon, je suis Comrade Gratien, tout d'abord marié d'une très belle épouse que je salue. Je tiens vraiment à saluer. Père d'un merveilleux petit garçon, aussi à qui je fais de très gros bisous, et fils de merveilleux parents qui m'ont appris énormément de valeurs et que je salue, que je tiens sincèrement à saluer. Pourquoi je commence par là? Parce que c'est vraiment mon identité et c'est aussi en parlant de ma famille, c'est le cadre au sein dans lequel j'ai grandi. Malgré tout ce à quoi j'ai été confronté. Donc j'ai grandi dans des milieux populaires, dans la grande couronne, la petite puis la grande couronne de l'Île-de-France. Et mes parents se sont particulièrement souciés de notre éducation à moi, mes frères et mes sœurs. Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience, notamment mon père comme ma mère, chacun dans leur domaine. Et lorsqu'ils voyaient que dans notre situation, mon grand frère et moi particulièrement, on commençait à grandir et la délinquance était à 2 pas de notre porte, ils ont fait le choix en fait, de tout faire pour qu'on puisse déménager de là où on était. Qui est Comrade? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé cette combativité,
mais qui a toujours plutôt préféré, avant d'affronter les personnes, la paix, la diffusion de la paix. Donc du coup, j'ai grandi dans cette atmosphère-là où il y avait parfois de la violence, même si moi j'étais énormément préservé en toute franchise. Il m'est arrivé d'avoir certains conflits physiques avec des gens et, tout au long de ma vie. Et que dire d'autre? Du coup, on a déménagé. On s'est retrouvé en Seine-et-Marne. Et arrivé en Seine-et-Marne, pareil, ça a été, j'ai grandi tout simplement. Je grandissais au jour le jour. J'ai jamais été quelqu'un qui avait une vision. Ça, c'était vraiment un de mes gros points faibles. Pourtant, j'avais des qualités, que ce soit sportives ou encore scolaires. Mais bon, scolaire, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été un visionnaire en soi. Et ça s'est construit par la suite. Ça s'est vraiment construit par la suite. Et toujours dans cet élan où je vivais simplement, je traînais, j'étais avec mes amis, etc. Parfois, il nous arrivait dans le quartier de nous poser des questions un peu existentielles sur la vie et en fonction aussi de ce qu'on vivait. Comme ton podcast s'appelle Le Déclic, j'ai eu beaucoup de déclics dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Il y en a certains avec qui j'ai conservé de bonnes relations, d'autres que j'ai perdu de vue ou d'autres que j'ai perdu tout court parce que malheureusement, elles ne sont plus forcément elles sont plus forcément présentes. Mais toujours est-il que je vois vraiment la vie comme un parcours, une marche qu'on entreprend, où on rencontre des personnes avec qui on se lie, d'autres avec qui on peut échanger pendant un temps où on peut rentrer en conflit et que tu ne vois plus forcément, et d'autres personnes que tu te sépares pour différentes raisons. Voilà. Et pour revenir du coup à mon parcours et à mon déclic, c'est suite au décès d'un ami où j'ai commencé à réellement réfléchir sur le but de ce que je fais, ce que je suis aussi, et pourquoi en fait on en arrive à là. Parce qu'effectivement, j'ai perdu plusieurs personnes. Je ne suis pas le plus à plaindre, hein. Je raconte tout simplement juste mon parcours, mais je ne suis absolument pas le plus à plaindre. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que la manière dont il est décédé, c'était au cours d'une rixe en sortant d'une boîte de nuit. Ça nous avait tellement tous marqués qu'on s'était dit qu'on allait complètement arrêter. Finalement, certains ont repris par la suite, mais moi, ça m'avait tellement touché. Et quelques temps après, j'avais pu rencontrer des jeunes qui étaient dans de grosses histoires de bagarres, qui, eux, avaient radicalement changé et qui étaient venus dans mon quartier. Pourtant, c'est un quartier ennemi. Et qui ont commencé à me parler de l'évangile. Donc ça a été le premier déclic. C'est vraiment le fait de savoir qu'il y avait vraiment un créateur qui existe. Et ça m'a rangé, ce côté-là de la violence, j'ai commencé vraiment à mettre ça de côté. De plus en plus. C'était un point faible que j'avais. Et petit à petit, j'ai commencé à me détacher, à me construire ma vision parce que je sais ce que c'est de vivre dans des quartiers où on vit dans un cadre très fermé, où on n'a pas forcément de perspective pour la suite. Pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart. Et c'est difficile d'en sortir, pas que les gens ne le veulent pas, mais simplement que c'est tout simplement ce qu'ils ont, ce que la vie leur a apporté. Et ils se sont servis en fonction de ce qu'ils avaient. J'en faisais partie. Par grâce, j'ai été sorti de là. Et toujours dans mon parcours de vie, où voilà, par les études aussi, j'étais séparé de certaines personnes, j'ai rencontré d'autres personnes. Et tout au long de mon parcours, après, par la suite, j'ai pris la décision de devenir enseignant, où là, ça a été un aspect, une partie de ma vie que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire le fait d'apporter de la valeur aux gens, notamment à ceux qui nous suivent, d'être un modèle aussi, parce qu'en tant qu'enseignant, on se doit de véhiculer de très bonnes valeurs, de très bons principes, et le fait d'apporter finalement de soi et de voir le résultat dans la vie des enfants, c'était un bonheur que, honnêtement, je conseille à tout le monde, d'apporter en fait de soi en fait aux autres. Voilà. Et tout en continuant dans ce parcours de vie, je suis passé à la direction d'une école. Et juste avant ça, j'ai rencontré celle qui fait partie de ma vie, ma très, très chère épouse. Et ça aussi, ça a été un déclic parce que rencontrer le bon partenaire, il y a deux choses que j'ai appris, enfin trois choses, mais vraiment deux choses auxquelles je m'attache. Notamment, c'est par rapport à sa vie,
remplir pleinement sa vocation de vie, ça c'est clair. Et deuxièmement, c'est son parcours, son partenaire de vie, faire le bon choix. Pour ma part, je l'ai fait et j'en suis très très heureux. On s'est rencontrés par hasard dans le train et je l'ai trouvée extrêmement belle. Et après, par la suite, on a pu échanger. Elle comme moi, on est devenus amoureux. Moi, je faisais exprès de prendre le train tous les jours à la même heure, dans le même wagon pour essayer de la revoir, sans savoir qu'elle aussi faisait la même chose et finalement, on n'arrivait pas à se croiser. Et par la force des choses, finalement, on a pu se revoir dans le cadre de conférences et c'est de là qu'on a échangé et qu'on a commencé à se projeter un peu plus loin et au fur et à mesure, on a rencontré les familles, on s'est mariés. Et j'en parle parce que ça fait clairement partie de mon identité. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat, qui est pour moi, je considère l'entrepreneuriat comme une extension de sa vie. C'est vraiment une activité qui, à la différence des métiers lambda qui ne sont pas forcément des métiers à vocation, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que tu es, tu le répands dans une activité qui finalement est ton business. Pour moi, enfin ça c'est la définition que j'en ai actuellement. Je pense qu'elle va se structurer dans le temps. Et puis voilà. Et j'en suis arrivé à être père par la suite. Et voilà, toujours fils de mes parents avec qui j'entretiens de très bons rapports, qui sont de très bons modèles pour moi. Ma mère, comme je le disais, qui m'a appris à être un combatif, une personne qui se bat dans le bon sens du terme, qui se bat, et qui se battra jusqu'à son dernier souffle. Et mon père, qui a été un homme très, très courageux, et je tiens à le souligner parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Il s'est vraiment sacrifié pour moi et pour mes frères et sœurs. Il a mis de côté une opportunité qu'il avait d'avoir un très, très bon poste au Congo. Je suis originaire du Congo. Et finalement, à cette époque, je venais de naître. Et il a décidé de tout laisser, de laisser sa vocation professionnelle pour prendre soin de sa famille, sa femme, ma mère, et du coup, son petit nouveau-né, donc moi. Et ma mère s'est vraiment donnée pour nous. Donc voilà, ce sont les valeurs qui me portent à l'heure actuelle. Merci pour ça, c'est un beau message que tu nous partages ici. J'ai plusieurs questions justement liées à ton parcours avant qu'on parle entrepreneuriat pur. Même au niveau direction des écoles, il y a pas mal de sujets à rebondissement que tu m'as évoqués. Certains qu'on ne pourra pas forcément évoquer en détail ici, d'autres qui pourront l'être parce que grâce à toi et grâce à nos discussions ce jour, j'ai découvert des vérités, des réalités que je pensais même pas encore aujourd'hui possibles et d'actualité. Et c'est malheureusement la réalité aujourd'hui de beaucoup de personnes, que ce soit des gens issus des milieux populaires ou pas, finalement. Et c'est une réalité qui est malheureuse, mais à laquelle on doit faire face et qui n'est pas celle que les médias nous dépeignent ou celle qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où tout est beau, tout est rose et où tout le monde va bien. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des problématiques de société, il y a des problématiques sociales qu'il faut mettre en lumière d'une certaine façon. En tout cas, il faut en avoir conscience. Et il y a un point que tu évoques, et c'est là où je veux en venir par rapport à ma question, c'est tu viens des milieux populaires, clairement, et c'est vrai que quand tu viens des milieux populaires, quand tu viens d'en bas, entre guillemets, j'utilise ce terme parce que tu l'as évoqué, il est difficile de monter l'échelle sociale. Clairement. Parfois même, il faut plusieurs générations pour pouvoir monter un certain niveau d'échelle sociale. Je crois même que c'est un concept qui est évoqué là, dans la série Phénomène en ce moment qui relate la vie de Bernard Tapie sur Netflix. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à la regarder. Bien sûr, c'est romancé et puis c'est pas exactement l'histoire. Je préfère faire un disclaimer parce que sinon on aura des commentaires liés à ça pour tous les fans de Bernard Tapie ou autres. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'il évoque et ce qu'il met en évidence, c'est que tu vois, c'est un fils de chauffagiste qui finalement arrive à devenir ministre et puis un des plus grands entrepreneurs de son époque, de son histoire, voire même de l'histoire en France et bien d'autres choses. Tu vois, il arrive même à la tête d'un club de foot comme l'OM. Enfin, il fait des choses qui sont dingues. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça reste quand même extraordinaire. Mais le vrai concept, c'est qu'il a réussi justement à gravir l'échelle sociale de cette façon, une façon plutôt dingue et fulgurante en l'espace de quelques années. Dans ton cas, tu es en train de le faire également. Tu as su le faire progressivement à ta manière, en prenant la décision
de t'extraire justement de ce milieu, en prenant la décision de ne pas continuer à traîner, pour reprendre un mot que tu as utilisé, en prenant la décision de te ranger du côté de la foi également, en prenant la décision de constituer une famille et en prenant la décision d'aller vers les études pour pouvoir remplir ta mission, ta vocation, qui est au travers de l'enseignement. Oui. Comment justement, de ta propre expérience, l'ayant vécu, l'ayant vu peut-être, tu pourrais donner un message d'espoir à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas démarré avec les meilleures armes dans la vie, que ce soit par leur milieu social, que ce soit par leur famille, que ce soit par plein de choses, mais qui veulent quand même s'en sortir, parce que sinon ils ne seraient pas là en train de nous écouter, très clairement. Ou celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de partager ça à quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ces propos que j'ai ou dans ton parcours, qui puisse justement se dire « Ok, il est encore possible de faire des choses, tout est possible aujourd'hui à celui qui se donne les moyens. » Moi, c'est un message que je me tue à essayer de mettre en avant depuis longtemps, et avoir justement une personne comme toi ici sur le plateau du Déclic, c'est me donner l'opportunité en fait de dire c'est possible. Oui. Toute personne qui aujourd'hui se donne les moyens, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre milieu social, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, vous pouvez justement y arriver et vous donner les moyens. Exactement. Quel serait ton message ou les choses que tu aurais envie de partager à ce sujet avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet? Alors, mon message est différent en fonction de la catégorie de personnes. Si je pouvais m'adresser d'abord aux parents, puisque en tant que directeur, j'ai beaucoup été au contact des familles. Mon conseil, c'est malgré parce que je sais en fait que dans certaines familles, c'est tout simplement la charge et la pression en fait de la responsabilité familiale, le fait de subvenir aux besoins de la famille, etc., qui fait qu'ils passent énormément de temps au travail, ou encore ils se tuent à la tâche, entre guillemets, mais ne passent très peu de temps avec leurs enfants, ce qui les expose à aller passer du temps ailleurs, notamment à l'extérieur, et c'est là où ça les expose. Donc mon message pour les personnes issues de milieux difficiles, investissez du temps dans la vie de vos enfants, c'est essentiel, c'est primordial. On le voit surtout pour nous qui sommes dans l'éducation, qui sommes professionnels de l'éducation, parce qu'en quelque sorte, je le suis toujours un petit peu. On voit un enfant qui a un cadre et un enfant qui est pratiquement délaissé et qui facilement finalement fait son éducation entre guillemets à la rue, ce qui est dommage. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est très loin d'être impossible de passer du temps, des moments de qualité avec les enfants, parce que les enfants sont vraiment de véritables éponges, et même s'ils peuvent avoir un côté d'apparence difficile, ils ont besoin de leurs parents. C'est fondamental. Au-delà des enseignants, moi j'ai toujours dit aux parents, j'étais très clair là-dessus, au-delà de notre côté professionnel, c'est vous d'abord les premiers référents, c'est vous les premiers modèles. Nous sommes là pour vous accompagner, pour travailler avec vous et faire en sorte d'élever l'enfant vers le haut, vers le mieux, pour qu'il puisse s'exploiter au maximum de ses potentialités. Donc ça, c'est ce que je dirais aux parents, et tous mes vœux de courage, parce que c'est facile de le dire, mais j'ai rencontré des familles qui avaient des contextes extrêmement difficiles, auxquels moi-même je ne pourrais jamais m'imaginer et que je n'ai jamais vécu. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de désir d'encourager en fait, d'encourager pour qu'ils puissent remplir chaque entre guillemets atome de leur temps, de cette détermination à aller au-delà de la pression et de la charge sociétale qu'ils ont pour passer du temps avec leurs enfants. Ça, c'est la première chose. Maintenant, concernant les jeunes ou encore les enfants, ce qui m'est arrivé, j'en ai pas parlé, mais j'ai travaillé aussi avec des jeunes en tant qu'entraîneur et aussi en tant que directeur de colonie de vacances et aussi en tant qu'assistant d'éducation, donc surveillant dans les collèges. Il y a une pression qui est très forte sur les jeunes, notamment dans les milieux populaires, c'est le fait de s'identifier aux autres. Pour prendre mon cas, par exemple, c'est vrai, je le reconnais, que j'aimais, entre guillemets, les conflits ou encore la violence, mais j'ai toujours préféré la paix. Et à plusieurs reprises, on était venu me chercher avant que je commence réellement à m'en sortir. On me disait, oui, camarade, il y a un embrouille, viens. Et à chaque fois, dès que je raccrochais, je me disais, mais encore, mais pourquoi ? Mais j'ai été gardé.
je me rendrais sur les lieux, dans des terres, dans des espaces assez aérés. Et voilà, et on était deux groupes où il devait y avoir une rixe qui devait éclater. Mais à plusieurs reprises, j'ai été préservé. Soit il m'est arrivé d'être là et de dire à mes amis, bon, les gars, vous m'appelez. Moi, je suis, excuse-moi du terme, mais clairement, on est là, soit il y a bagarre, soit il n'y a rien. Et ils hésitaient. Finalement, c'est quand je pars que bagarre générale se bat les uns contre les autres. Ce qui est dommage, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Le de construire leur avenir. Mais voilà, j'ai beaucoup été préservé par rapport à ça. Et le message que j'aimerais leur dire, c'est que il y a un mouvement de foule, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de suivre la foule. Construisez votre avenir. Vous êtes né seul. Vous vous construisez seul, en réalité. Vous bâtirez votre famille, et je vous le souhaite, seul, ou encore votre business seul. Après, vous entourez d'une très bonne équipe, etc. Mais tout ça, tous vos projets, soyez visionnaires de votre vie. C'est pas la foule qui doit définir qui vous êtes, ou encore définir ce que vous avez à faire. Ce n'est pas la société qui doit vous dire aussi qui vous êtes et ce que vous avez à faire, ou encore les plafonds de verre que vous ne pourrez jamais dépasser. C'est à vous-même avec la motivation. Beaucoup de grâce, il est vrai. Là, je reprends les propos de Didier Drogba qui, à la dernière remise des Ballons d'Or, avait dit « Nous sommes des privilégiés ». Et pour inaugurer la remise d'un prix, un nouveau prix qui avait été donné à Sadio Mané, c'est un prix social. Mais c'est vrai qu'il y a des privilèges qui sont au-delà de nous-mêmes, mais il y a d'autres opportunités ou encore privilèges où c'est vraiment à nous de les créer. C'est à nous, avec à la force de nos deux bras, de les effectuer. Et d'ailleurs, entreprendre et prendre d'air, si on va dans le latin, voilà, c'est prendre entre les mains pour en avoir la maîtrise, la mesure. Donc, avec la force de des deux mains, et si on n'a pas les deux mains, avec la force de nos jambes, si on n'a pas de jambes, avec la force de notre mental, et avec le peu qu'on a en tout cas, avec ce qu'on a et pas forcément ce qu'on n'a pas, agissons pour le bien d'abord de nous-mêmes, pour le bien de notre famille, pour honorer les parents qui se tuent à la tâche, et on ne le voit pas forcément lorsqu'on est enfant. Moi, je ne l'ai pas vu, et c'est en grandissant que j'ai été extrêmement reconnaissant. Je fais juste une petite parenthèse envers mon père, parce qu'il s'est beaucoup donné pour moi, alors qu'à l'époque, je ne le comprenais pas. Je me disais, mais voilà, il ne passe pas beaucoup forcément de temps avec moi, etc. Mais c'est en le découvrant que j'ai vu à quel point il nous aimait, à quel point il m'aimait, et à quel point là je vis son amour tous les jours. J'en suis tellement content. Bisous papa. Mais voilà, et vous les enfants aussi, n'attendez pas que les parents viennent vous voir, mais aussi investissez du temps aussi pour passer du temps avec vos parents. C'est essentiel. Ouais. Voilà. Ok, je vois. Et justement, donc, tu évoques ces deux sujets, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es redirigé naturellement vers l'éducation ? Tu parlais de vocation avant, tu parlais aussi du métier de ta femme, qui est aussi justement dans la contribution, dans le fait d'aider, oui. Elle est dans la santé. Oui. Et qu'est-ce qui fait que naturellement tu t'es redirigé vers l'éducation et qu'ensuite tu t'es clairement, pleinement engagé dans cette démarche pour monter de simple enseignant à directeur des écoles, qui plus est une grosse école, parce que plus de 400 élèves oui. Dans une école élémentaire, c'est quand même une grosse école. Du coup, est-ce que tu peux revenir sur ces décisions et ce parcours, et puis ensuite on verra les différentes embûches que tu as pu vivre dans cette profession qui t'a finalement j'imagine aussi poussé vers la porte de sortie naturellement, oui. Contraint et forcé limite de prendre certaines décisions, mais qui aujourd'hui t'a ouvert la voie de l'entrepreneuriat. Clairement. Et qui finalement c'est un cadeau. Oui, c'est un vrai cadeau. Donc rien ne me prédestinait au départ d'être enseignant, parce que c'est pas quelque chose auquel j'avais l'idée ni même le cœur pour. Et après mon bac, j'ai fait un bac S, d'accord, d'abord scientifique, et ensuite j'ai fait un DET chimie. Pourquoi ? Parce que je voulais prendre la relève de mon père lorsqu'il avait pris le temps de m'expliquer la raison pour laquelle il avait renoncé à son parcours de chimie. Il a fait des études dans la chimie. Et lorsque j'ai appris qu'il avait fait tout ça finalement pour moi, je me suis dit, je vais prendre la relève et je vais foncer. Ce que j'ai fait. Mais au bout de 2 ans, j'étais écœuré de la chimie. Un peu trop de chimie a tué la chimie, cet amour de la chimie en moi. Mais j'ai obtenu mon diplôme. Après cette période-là de ma vie, j'ai eu un gros moment d'introspection et de méditation. Il m'arrivait même de
Je me souviens de cette conversation que j'avais eue avec ma mère où je disais, mais maman, comment tu me vois? Pour toi, qui suis-je? Parce que j'avais vraiment ce problème d'identité. J'avais besoin de trouver Ce que tu voulais faire. ce que je voulais et qui j'étais aussi en même temps, ce qui me portait. Et de fil en aiguille, et après aussi des temps de méditation, de prière, parce que moi je considère que on est là pour un but et que pour ma part j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc je lui ai recommandé, j'avais besoin que lui-même aussi me montre un peu quelles sont mes affinités, ce pourquoi je suis fait et quelle est ma mission dans le monde. Et bref, et du coup justement, de fil en aiguille, j'ai vu que l'enseignement c'est vraiment quelque chose qui me correspondait. En parallèle de l'enseignement, toujours dans la dimension humaine, j'étais coach sportif, j'ai allié les deux. Et du coup, c'est un épisode, comme je disais, qui m'a vraiment marqué parce que le fait de voir un enfant la première fois où un élève m'a dit maître, je me suis dit, mais attends, il parle à qui? Il parle à moi là? Moi, maître? C'est pas possible. Et j'ai vu en fait la responsabilité qu'on avait à porter un enseignement auprès des gens qui nous écoutent. Donc c'est comme ça en fait que je suis entré dans le milieu de l'enseignement. Au départ, j'étais plus intéressé pour les écoles internationales. D'ailleurs, c'était le thème de mon mémoire de recherche. Mais finalement, j'ai basculé vers des écoles dans des milieux plus populaires. Et je m'en suis beaucoup épanoui. J'ai trouvé un grand épanouissement. J'ai fait de très belles rencontres là-bas. J'ai vu aussi des personnes extrêmement investies qui ont cet amour pour les enfants, qui investissent de leur temps, de leur énergie pour élever les enfants. Et finalement, c'est dans ces milieux-là, enfin, pas dans tous parce que je ne connais pas après toutes les autres écoles, mais j'en suis tombé dans 2-3 où les équipes que j'ai rencontrées avaient un principe, c'était se donner pour les enfants. Déjà, ils avaient beaucoup de difficultés, enfin de contraintes sociétales. Là, il ne fallait pas en rajouter plus, mais plutôt être là pour être des repères pour eux. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Voilà. Et comment t'es passé de simple enseignant à directeur d'une telle école? Alors, j'ai eu une opportunité parce que la directrice de mon école était enceinte. Donc, du coup, elle savait qu'à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la direction, même si je savais que c'était un véritable challenge et que j'allais au-devant de gros problèmes. Ouais. D'autant plus que ses prédécesseurs, tu me disais, avaient... Ça, c'est la deuxième école. D'accord, ok. La première école, c'était mon école où j'étais enseignant. Donc, elle m'avait proposé de prendre le relais, ce que j'ai accepté. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Et par la suite, j'ai basculé dans une autre école où là, je ne connaissais pas encore l'historique de cette école. Et d'ailleurs, j'y suis arrivé, entre guillemets, par hasard, étant donné que ce n'est pas l'école que j'avais demandé. Mais elle m'a été proposée à la toute fin d'une période qu'on appelle le mouvement chez les enseignants. C'est une période dans laquelle les enseignants font leur choix de changer d'école ou de rester. D'accord. Et du coup, j'ai été dans cette école. Et j'ai appris par la suite en discutant avec mon prédécesseur que lui déjà avait fait un AVC. Et c'est quelqu'un qui s'est énormément donné pour l'école. L'école, il a structuré énormément de choses dans l'école. Moi, j'ai juste fait le relais. Et ceux qui étaient encore avant ont eu beaucoup de difficultés à assurer cette école-là. Et moi, je suis arrivé derrière. J'essaie de construire au maximum. J'essaie de donner ce que j'ai pu. Je ne suis pas parfait, ça c'est certain. Mais j'ai été très éprouvé, challengé en toute franchise. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que directeur, en général, tu peux recevoir les plaintes de tout le monde, mais toi, tu ne peux pas te plaindre. Parce que tu endosses en fait toute la charge. Et auprès de qui, finalement, tu vas te plaindre? Parce que la direction et l'enseignement, c'est deux mondes, c'est deux métiers différents, même si on est tous enseignants. Et c'est une difficulté aussi que beaucoup ont à comprendre qu'on n'est pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants, mais on est simplement des collègues, mais qui avons des charges de direction. Et du coup, voilà, j'ai endossé cette charge-là et j'ai été très challengé, que ce soit par les élèves ou par les situations auxquelles, je t'en avais fait pas en off, mais des situations très difficiles. Des situations aussi auprès de mes collègues enseignants qui n'étaient pas tous solidaires envers le travail que j'effectuais. Au niveau de la hiérarchie aussi, finalement, j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai eu beaucoup de désillusions. Et bon, c'est tout simplement dommage.
Mais je leur en veux pas, hein. Moi, personnellement, je le voyais vraiment comme une mission que j'ai eu à accomplir, que j'ai accompli finalement, avec beaucoup de difficultés et auquel, voilà, j'ai pu arriver jusqu'au bout et ça, c'est ma plus grande fierté. J'étais confronté aussi à des personnes, notamment extérieures, qui aussi avaient un problème avec ma personne. Et donc, du coup, voilà, c'était très challengeant et aussi avec la charge de travail parce que qui dit 416 élèves dit une grosse équipe à gérer. Une rencontre avec plus de 300 familles. Pas d'équipe parce qu'en tant que directeur d'école, à la différence des principaux de collège où on a toute une équipe de secrétaires, une personne qui gère l'intendance, un principal adjoint, en tant que directeur d'école, on n'a pas tout ça. Donc ça à nous d'endosser toutes ces charges-là. J'avais aussi une autre équipe d'AVS, enfin maintenant on les appelle les AESH, mais ce sont des assistantes de vie scolaire qui accompagnent les enfants dans leurs besoins et leurs difficultés, notamment les enfants en situation de handicap. Et tout ça mêlé avec toutes les problématiques rapportées par les familles, rapportées par les enfants, etc., ça fait beaucoup. Ouais. Et en toute franchise, j'en ai fait un burn-out. Ok. Mais Voilà. finalement, en fait, quand tu l'évoques, c'est gérer une entreprise, quoi. Très clairement. Ouais. C'est C'est gérer une entreprise, sauf que tu n'as ni la gloire pour, ni la rémunération pour. Exactement. Tu étais rémunéré combien en tant que directeur des écoles ? Un peu plus de 2000. Ouais, un peu plus de 2000 € par mois pour justement endosser toute cette responsabilité, même ce risque presque finalement. C'est aussi même pour ça que Comrade, c'est pas ton vrai prénom. Pour des raisons de sécurité aussi, issu de ces milieux-là, populaires et autres, tu voulais pas forcément, quand tu as vu que certains élèves commençaient à rechercher ta personne sur Internet, ta famille, etc., ça peut effectivement être dangereux. C'est assez dingue parce que finalement, tu vois, on n'est pas en train de parler des quartiers à Medellín, hein, on est en train de parler de la France et tu dois te préserver, te protéger. Tu me racontais de certaines rixes où tu as failli perdre la vie, littéralement. C'est quand même... on est sur un degré d'intensité qui est quand même assez poussé. Moi, personnellement, je n'avais pas conscience de cette réalité-là, en toute franchise. Peut-être que je suis préservé dans un cocon et que c'est différent parce que déjà, moi, je n'ai pas grandi en France. Je suis d'origine suisse, j'ai grandi en Suisse. J'ai des origines françaises, mais je n'ai jamais été confronté à la réalité de la France en y vivant, à part pour les vacances et que pour les jolis endroits, tu vois. Et puis encore aujourd'hui, j'habite à Dubaï et comme tu l'as vu, à Dubaï, c'est quand même un monde qui est un petit peu à part. Très à part. Pour différentes raisons. Mais ouais, c'est assez dingue. Et du coup, donc, tu parles effectivement de ce burn-out. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à en arriver là ? Parce qu'il faut quand même vraiment tirer sur la corde à un certain niveau pour arriver jusqu'à un burn-out, même si tu as su t'en sortir derrière et prendre les bonnes mesures, et qui fait que finalement ça t'a amené vers la voie de l'entrepreneuriat. Et là, on va rentrer dans ce sujet. En fait, il y a plusieurs situations qui se sont finalement juxtaposées les unes sur les autres, étant donné que d'un point de vue personnel et financier, disons que ma femme et moi avons traversé une période assez difficile. Tous les deux fonctionnaires, et, on a dû faire face en fait comme tous les Français, à la campagne de vaccination de tout le personnel de santé. Pour notre part, pour des raisons tout simplement, on a pris le temps de faire des recherches par rapport à tout ça, voir un peu la pertinence de toute cette campagne. Et au vu de tous ces éléments réunis, de la pression qui était sur la société, parce que je ne sais pas si tu étais en France à cette période-là, mais c'était dans le monde entier, c'était la même chose partout en Europe aussi. C'est vraiment très très tendu. Mais la pression politique qu'il y a eu, c'est comme si des masques tombaient, on se disait mais la personne elle dit aujourd'hui elle ment au vu au su de tout le monde, mais ça la gêne pas, et elle met la pression sur les gens où les gens commencent réellement à avoir peur en France. Je me dis, mais je connais ça, mais dans d'autres contextes, puisqu'il m'est arrivé de partir dans d'autres pays où là, les choses se règlent différemment. Mais en France, je suis tombé des nues. Même si je m'y attendais un petit peu, mais je suis tombé des nues. Et bref, en tout cas, pour revenir à notre situation, du coup, nous, on a décidé de ne pas se faire vacciner. Sachant que peu de temps après, elle est tombée enceinte et que c'était une situation à risque. Et qu'on avait déjà vécu une situation déjà éprouvante. Ce qui fait qu'on a endossé cette charge-là, on l'a assumée jusqu'au bout. Là, elle a été réintégrée il y a à peine que 2 mois. Donc, de par cette décision, elle avait perdu son job. Elle avait été suspendue
Et dans la suspension, elle a signé en fait un contrat disant qu'elle n'avait pas le droit de travailler dans un autre hôpital. Elle pouvait faire exercer d'autres métiers, mais pas dans les hôpitaux en tout cas. Et du coup, justement, on a vécu avec un seul salaire pendant 2 ans. Donc, on a tiré sur la corde au maximum. Moi, ça me mettait la pression, en toute franchise. Et tu faisais de sacrés horaires, qui plus est. Oui, de très grosses horaires. Du coup, par rapport à la charge de directeur, je quittais la maison aux alentours de 6h30, 7h. Et il m'arrivait de rentrer, généralement, je rentrais vers 22h, parfois 23h. Il m'arrivait de ne pas avoir de train. Donc, du coup, je rentrais aux alentours de 1h du matin, 2h du matin. Et je pense que c'est tout ça avec tout ce qui se passait autour parce que la vie suit son cours, donc parfois il y a des beaux événements qui t'arrivent, parfois des événements beaucoup plus malheureux ou encore plus challengeants auxquels tu as y faire face. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui se défilent, mais j'essaye en tout cas, dans la mesure du possible, de les affronter et d'essayer de vaincre. Et du coup, il y avait une situation qui concernait plus mon petit frère pour le coup. Mais il y avait toujours ce souci-là où tu penses à ton petit frère, tu te dis, j'espère qu'il ne va rien lui arriver parce qu'il va dans telle ville. Et en ce moment, c'est en train d'éclater complètement au niveau des guerres de quartier, malheureusement. Et c'est tout ça aligné avec la charge personnelle et le fait que je venais d'être père. Et qu'il y a cette pression-là, parce qu'on en parlera, je pense, mais le fait de basculer d'homme marié à père, moi, personnellement, ça a été vraiment un choc. Dans le bon sens, dans les deux sens, en fait. Dans le bon sens et aussi dans le sens de la difficulté, de la charge, en fait, que c'est. Donc, tout ça aligné fait que, au bout d'un moment, le corps dit stop. Et je me souviens que le jour de mon burn-out, je me rendais au travail. Je le sentais absolument pas d'ailleurs. Et d'un coup, dans le train, c'est comme si tous mes feux, tout s'éteint. Mon énergie, ma capacité à réfléchir, tout s'éteint. Et je sentais que j'allais exploser. Et j'allais m'effondrer devant tout le monde. De toute façon, à plusieurs reprises, dans mon travail, je me voyais en train presque de m'effondrer. Et plusieurs de mes collègues me disaient, mais comment tu fais Gratien pour tenir? Les gens t'en veulent, tu travailles mais d'arrache-pied, etc. Et beaucoup pensaient, surtout vu les arriérés de cette école, que j'allais faire une crise au même type que les autres parce que je suis absolument pas meilleur qu'eux. Et du coup, ce jour-là, j'ai fait un burn-out. J'ai dû me retirer quand même pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Et heureusement que je n'étais pas allé parce que ce jour-là, d'ailleurs, il y a eu un drame à l'école où un élève, à cause d'une erreur, je dirais simplement ça, a failli mourir parce qu'il a mangé un aliment dont il était allergique et qui avait des conséquences graves. Sauf que du coup, en fait, on s'est tourné vers le directeur au niveau de la prise en charge médicamenteuse. Et ça allait, je pense, heureusement, j'étais pas là. Tout simplement, heureusement, j'étais pas là. Ça peut être réglé. Heureusement, l'enfant va bien, c'est le plus important. Mais voilà, en tant que directeur, on affronte beaucoup de situations qui ne sont pas forcément beaucoup médiatisées, même s'il y a eu le triste événement concernant cette directrice qui a mis un terme à sa vie. Mais tout ça pour dire que en lui-même, la direction, c'est vraiment c'est une grosse charge. C'est tout simplement une grosse charge. Voilà. Et merci de nous partager tout ça. Hein. C'est assez dingue. La réalité du terrain, finalement. On va l'appeler comme ça. Et du coup, ça t'a mené vers l'entrepreneuriat, tout ça. Oui. Ça t'a aussi forcé, du coup, de par cette charge de travail que tu avais, à mettre en place des vraies méthodologies de productivité, des vraies méthodologies d'organisation, de structuration, de process, parce que tu n'avais pas le choix, finalement, dans ton école, vu que tu étais seul à devoir tout gérer. Ensuite, donc, tu vas vers l'entrepreneuriat, puis en plus de ça, il y a une autre charge que tu as évoquée, c'est que tu n'es plus juste marié, tu es marié avec un enfant. Du coup, tu es père, parent. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, tu as créé un business dans lequel tu t'adresses aux entrepreneurs qui sont parents pour les aider à être plus organisés, plus productifs, plus structurés, mettre en place des process, avoir plus de temps avec leur famille, avec leurs proches, sans pour autant dégrader leur capacité à aller atteindre leurs objectifs, voire même en leur permettant de les atteindre plus rapidement, plus facilement. Oui. Et du coup, dis-nous en plus sur ça. Pourquoi spécifiquement tu t'es orienté vers cette branche
Qu'est-ce que tu as mis en place? Je sais que par exemple, tu as mis en place un truc assez original, c'est que tu as créé un jeu, un petit peu comme le jeu Cashflow par exemple, mais orienté vers la productivité pour permettre aux gens d'élever leur niveau de conscience à l'égard de ça. Donc de toute façon, on mettra ton lien LinkedIn en dessous de la vidéo comme on fait à chaque fois, ou sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous écoutez, de façon à pouvoir retrouver Comrade et directement peut-être te contacter pour avoir accès à toutes ces ressources. Ouais. Mais ouais, dis-nous en plus justement sur ce choix, cette orientation, parce que je sais que tu as aussi beaucoup utilisé par exemple ChatGPT, tu as regardé beaucoup de vidéos, tu as suivi beaucoup de podcasts, tu as suivi quelques formations pour justement pouvoir identifier ce que tu voulais faire spécifiquement. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené vers cette voie et pourquoi celle-ci? Alors, pourquoi celle-ci? Parce que déjà, c'est lié de toute façon à mon vécu. Comme je le disais, dans mon métier de directeur, puis en tant que père, je me suis rendu compte à quel point notre temps était précieux, qu'on avait très peu de temps, du coup, et qu'il fallait tout faire pour que notre temps soit rentabilisé avec la charge qu'on avait. Ce qui fait que, pour ma part, par exemple, à partir du moment où j'ai découvert le plan de 90 jours et que je l'ai implémenté dans mon organisation propre, j'ai vu les effets que ça a produit dans mon travail, dans mon business. Et je l'ai travaillé, je l'ai restructuré à ma manière tout en continuant à essayer d'aligner en fait ma charge de père et aussi ma charge d'entrepreneur et ma charge aussi de directeur. Et en proposant le jeu tel qu'il était, enfin le jeu, j'y arrive, mais en proposant le plan de 90 jours tel qu'il était, je me suis rendu compte que ça parlait peu aux personnes où encore ils avaient besoin d'un support plus tangible, plus concret pour bien comprendre en fait l'efficacité du plan et quel intérêt ils peuvent avoir à mettre en place un plan de 90 jours sur mesure. Bien sûr, j'entends bien sur mesure parce que je le vois vraiment comme un organisme vivant où il peut y avoir des restrictions, où on doit être vraiment focus et dans la rigidité du plan, où il peut y avoir des extensions par rapport à des événements qui viennent, où là, il faut s'adapter en fonction des événements et on n'y peut rien de toute façon. Ouais. Et du coup, justement, de là est venue l'idée du jeu. Pour conscientiser, comme tu l'as très bien dit, les entrepreneurs jeunes parents à voir la force du plan de 90 jours. Et dans ce jeu, est-ce que tu veux que je l'explique en quelques lignes ou... Oui, volontiers, tu peux expliquer le jeu, mais peut-être avant d'expliquer ce que tu as mis en place au niveau de ce jeu, justement, oui. C'est quoi le plan de 90 jours? Parce qu'on entend plein de choses, tu vois, on entend la matrice d'Eisenhower, on entend Pomodoro, on entend les OKR, on entend... le monde de la productivité, de l'efficacité, de l'efficience, de l'optimisation du temps, de la stratégie, comment dirais-je, des process, de la structuration, il est extrêmement vaste. Oui. Il y a au moins autant de méthodologies qu'il n'y a d'individus, parce que c'est pour ça que tu évoques le sur-mesure, parce que chacun a ses propres envies, ses propres contraintes, ses propres objectifs. C'est très important d'appliquer et d'adapter ces méthodologies à la sienne. Mais toi, dans ton cas, du coup, c'est quoi concrètement ce fameux plan de 90 jours que tu évoques, ou quels sont les différents leviers ou fondamentaux qui fait que ta méthodologie a pu te permettre de porter ses fruits d'abord pour toi, puis ensuite pour celles et ceux qui te font confiance ou te feront confiance, de façon à ce qu'on ait plus de clarté sur ça, et puis surtout qu'ensuite tu t'es dit c'est dommage parce que j'ai un outil super puissant, mais ils n'en ont pas conscience, donc on va mettre en place le jeu. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Alors, on commence par le plan de 90 jours commence déjà par la vision. La vision d'une certaine durée. Pour ma part, ce que je propose, c'est une vision dans 25 ans. Après, qui se décline en 10 ans, mais on met d'abord à l'écrit clairement quelle est ta vision. Ça permet aussi à la personne de vraiment savoir ce qu'elle veut, comment elle se projette. Et c'est un exercice que je conseille à toute personne qui veut vraiment construire sa vision, de le mettre par écrit. Et ça les force, ça les pousse à envisager pour le mieux. D'ailleurs, je pense que tout le monde veut essayer d'évoluer. Donc pour le mieux, quelles sont les projections qu'elles peuvent se permettre d'imaginer et d'envisager pour leur bien.
Et après, derrière, ça va forcément les stimuler en fait à se dire, bon, bah, la vision est là, Ouais. qu'est-ce que je mets en place? Et de là, du coup, à partir de la vision, ça se découle en vision plus petite, de sous-vision. Et finalement, on arrive à la planification annuelle qui se décline en 4 plans de 90 jours. Donc 90 jours, c'est 3 mois, 13 semaines. Et du coup, à partir de là, on définit un plan de 90 jours avec ce qu'on appelle l'étoile du Nord, c'est-à-dire 5 gros objectifs. 5 gros objectifs qu'il faudra absolument accomplir en 3 mois. De ces 3 objectifs est décliné des sous-objectifs qui sont à accomplir chaque semaine. Et du coup, ça, bon, je ne l'ai pas encore mis en place, je suis en train de le mettre en place. Mais l'idée, ce qui serait vraiment très bien, ce que je suis en train de construire, puisque là, le programme est en restructuration actuellement pour être optimisé au maximum et donner le plus de valeur possible. Mais ces sous-objectifs-là, en fait, sont intégrés dans la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cadran. On analyse les objectifs les plus importants. Donc l'important et l'urgent. Et à partir de là, justement, ces objectifs se déclinent en tâches quotidiennes que l'on doit faire. Et chaque jour, pour ma part, en tout cas, ce que je propose, c'est d'envisager 3 petits objectifs, 3 objectifs essentiels par jour, avec 2 objectifs secondaires si la personne a la possibilité et l'opportunité de les réaliser. Et de là, après, on part aux tâches. Ok. Voilà. Je vois. C'était quoi tes 3 objectifs aujourd'hui, du coup? Alors, mes 3 objectifs du jour, c'était de préparer l'entretien que j'ai eu avec Alec Henry. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, en toute franchise, je suis très satisfait de cet entretien. Il a pu m'apporter beaucoup de valeur. Je tiens sincèrement à te remercier pour cela. Mais bon, les remerciements, ce sera à la fin. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça a été vraiment un entretien de qualité. Donc, préparer les questions de l'entretien, réaliser l'interview avec toi, ce qui est en train d'être fait, et dernièrement préparer l'interview. Ok. Donc voilà, ça a été fait aussi. Donc j'ai préparé quelques questions que je te poserai si le temps nous le permet. Ok, génial. Et du coup, alors tu as une vision à 10 ans? Oui. Ok, c'est quoi ta vision à 10 ans? À 10 ans, donc du coup, j'aurai 43 ans. Ouais. 42, 43 ans. Donc, je me vois déjà avec mon... Parce que dans la vision, il y a la partie famille, il y a la partie argent, il y a la partie santé. Okay. Donc, du coup, il y a que 3 parties? Alors, santé, argent, spiritualité aussi. Okay. Santé, argent, bien et spiritualité. Et oui. Ok. Si j'en oublie pas... Famille? Non. Famille, oui. Ouais, Famille. ok. Donc, dans 10 ans, je me vois... en toute franchise, je ne me vois plus en France. Je me vois avec un business en ligne déjà prospère, avec un certain montant. Tu l'as défini? Non, celui-là, non. Pas D'accord. encore. Ok. Pas encore. Dommage. C'est important d'avoir des objectifs. En réalité, smart, en fait, celle de 25 ans, j'ai un certain chiffre. Ok. Tu veux que je le dise ou... Si tu veux le partager, tu peux. Si tu veux faire un engagement public pour l'atteindre de ces C'est pour ça justement que je préfère me garder. Mais voilà, j'ai un certain engagement par rapport à ça. Okay. Et aussi, comme j'intègre la valeur de ma famille, je sais aussi ce que je veux apprendre à mon fils et lui transmettre comme valeur, parce qu'il aura 10 ans, 11 ans dans 10 ans. Du coup, au niveau de la santé, je me vois comme une personne qui, à 40 ans, commence à envisage déjà, parce que je suis déjà dans ce travail-là, qui envisage de travailler sur le long terme, en fait, puisque la santé commence à décliner au fur et à mesure à partir bien avant même, vers la trentaine. Et voilà, je pense que c'est tout. Et ah oui, sans oublier des projets qui me tiennent à cœur, que j'aurais déjà mis en place dans 10 ans, notamment la construction de structures scolaires ou pas. Je suis en train de voir, mais ça sera en lien avec la pédagogie, dans un pays qui m'est cher, au Ghana. Voilà. Ça sera dans 10 ans, j'aurai déjà commencé à travailler là-dessus pour après le répandre par la suite. D'accord. Plus dans un but finalement de contribution limite caritatif.
Ce serait un autre projet entrepreneurial. D'accord. Parce que là, en fait, je suis déjà en train de... J'ai pas encore mis ça à plat parce que je veux vraiment avancer au fur et à mesure. Là, je suis ciblé sur le business en ligne, mais j'ai vraiment dans l'idée de penser en fait une autre pédagogie. Ok. Parce que là, je sors de l'éducation, j'entre dans la voie entrepreneuriale. Je sais à quel point l'entrepreneuriat peut apporter énormément même simplement cette mentalité entrepreneuriale peut apporter énormément dans la vie d'un enfant. Ouais. Et c'est vrai que dans le système scolaire, on apprend, en tout cas en France, je me limite qu'à la France, on n'apprend pas les personnes à être des entrepreneurs. On ne les apprend pas à gérer leur temps, on ne leur apprend pas à gérer leur économie. Et ça, je pense que c'est une éducation fondamentale qui doit être partagée en fait à tout le monde. Ouais. Et l'école ou encore la structure pédagogique de référence, qui n'est pas forcément l'école, peut se saisir en fait de tout ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, de tout ce qu'on vit. Parce qu'une autre chose, c'est que l'entrepreneuriat est beaucoup plus en phase avec le monde qui nous entoure, plutôt que l'école où il y a des savoirs. Et beaucoup d'élèves à l'époque m'ont piégé là-dessus en me disant mais Monsieur Grasset en tant que directeur ou encore maître, clairement j'apprends ça, mais ça va me servir à quoi? Tu me parles du théorème de Pythagore, ça va me servir à quoi? J'étais là, je les ai regardés, je leur disais bon Ouais. mon ami sois sage, simplement sois sage et arrête de faire des bêtises. Mais concrètement, voilà, le fait d'apporter en fait des éléments, une connaissance qui soit actionnable concrètement dans leur vie est essentiel non seulement pour leur épanouissement propre, parce qu'ils voient l'utilité de ce qu'ils apprennent, et en même temps pour leur avenir. Parce qu'on toujours dans cette même lancée, à l'école, on n'apprend pas forcément aux enfants à être des visionnaires. Des personnes qui construisent leur avenir. Il y a juste une petite phase d'orientation en fin de troisième, milieu troisième, fin de troisième, mais on n'apprend pas en fait l'enfant à construire sa vision et à la mettre en place des projets, même des petits projets, mais les mettre au fur et à mesure, etc. Ouais. Donc là, pour l'instant, tout est en tête, mais dans 10 ans, ce sera déjà en place. Magnifique, vision claire. Tu penses du coup, enfin, tu l'as exprimé, mais plus clairement, moi, je suis d'accord et c'est intéressant qu'un enseignant, qu'un directeur des écoles le mette aussi en lumière ici. Finalement, ce que tu verbalises, c'est deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on apprend des choses aux élèves qui ne sont pas forcément utiles et élémentaires pour leur avenir, pour leur futur. Et du coup, on leur dit d'apprendre, sois sage, limite, tais-toi et sois sage, apprends, parce que c'est comme ça, c'est dans le programme, t'as pas le choix. Alors que ça n'a pas d'utilité, tu sais même pas comment leur exprimer quelle va être l'utilité de cette notion-là. Premier point. Et deuxième point, tu exprimes aussi que finalement, ils ne sont pas armés, ils ne disposent pas des outils à l'issue de leur scolarité. Exactement. Pour pouvoir justement se confronter au monde réel, pour pouvoir aller chercher, atteindre leurs objectifs et leurs ambitions, quoi, donner vie à leurs ambitions. Exactement. C'est un vrai problème finalement ça. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place et pourquoi finalement l'éducation nationale ne met pas en place ce genre de choses selon toi pour pouvoir pallier à cette problématique, qui est une vraie problématique finalement? Il faudrait déjà commencer par l'histoire de l'éducation nationale, en tout cas en Europe et en France. C'est parti d'une très très bonne initiative, d'une prise de responsabilité de la société à éduquer les enfants qui allaient dans les champs pour aider leurs parents, lorsqu'ils pouvaient, ils avaient la possibilité de pouvoir apprendre des choses. Là, je grossis un peu l'histoire. Donc, en soi, l'éducation nationale a fait quelque chose de bien. L'État a pris ses responsabilités, l'État français a complètement pris ses responsabilités, et loin de moi la pensée de dire qu'ils ont failli quelque part ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est plutôt le fait qu'on dit souvent, il y a un dicton qui se dit souvent, c'est qu'il y a deux services étatiques qui ont du mal à se réformer face aux innovations. C'est le milieu, enfin deux milieux plutôt, le milieu scientifique et le milieu de l'éducation nationale. Parce qu'il y a tellement de strates avant que la nouvelle notion de l'innovation, en prenant par exemple l'intelligence artificielle, pour que ce soit accepté par le conseil supérieur qui crée les programmes, après que ça descende au fur et à mesure et que ça devienne des pratiques pédagogiques enseignables par les enseignants. Il y a tellement de strates que ça prend du temps, premièrement. Deuxièmement, il est vrai, il ne faut pas se le cacher, qu'il y a pas mal d'enseignements qui sont à l'heure actuelle désuets, qui sont assez obsolètes et qui sont déphasés de la société dans laquelle on vit.
Et pourquoi cela? Parce que l'éducation nationale, c'est un gros monstre. Et il faut beaucoup, je pense que tous ceux les différents ministres ou les différents ministères qui se sont succédés ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté, je le crois en tout cas. Mais il y a tellement de paramètres à réformer, c'est tellement un ensemble complexe que il faut, je ne sais pas, je pose la question. C'est absolument pas une recommandation, je ne suis pas dans la réalité. Est-ce qu'il ne faut pas tout détruire pour tout reconstruire, mais au bout de combien de temps ça va être fait? Au bout de combien de générations? Je ne sais pas, en toute franchise. Donc, il y a cet aspect-là. Et aussi le fait que, par exemple, en tant que directeur, et il m'est arrivé d'assister à des conférences plus que j'entreprenais en même temps. Et pendant ces conférences où j'étais au milieu d'entrepreneurs, plusieurs, sans savoir que j'étais directeur, décrier l'école, décrier le système de l'éducation nationale en disant que voilà, c'est pas l'éducation nationale qui m'a appris à gérer mon argent, c'est pas l'éducation nationale qui m'a appris à savoir gérer mon temps, c'est pas l'éducation nationale qui a fait de moi ce que je suis. Ils m'ont plutôt plus découragé parce que pour eux je ne valais rien, pour eux parce que j'avais des telles notes, je ne pourrais jamais aller loin dans ma vie, etc. Alors que finalement leur situation prouve totalement le contraire. Il y a plusieurs paramètres, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Et en toute franchise, je n'ai pas forcément la réponse. Je sais juste qu'il n'y a pas que l'éducation nationale qui fait l'éducation d'un être humain. Il y a aussi l'éducation familiale, il y a l'éducation environnementale. Tout ça crée une certaine symbiose. Là, ce dont je suis très content, en tout cas en France, c'est que l'entrepreneuriat se démocratise de plus en plus. C'est à la mode même, on pourrait dire. De plus en plus à la mode. Et ça, j'en suis très heureux. Et ça permet aussi aux enfants et aux jeunes de voir une autre ouverture. Il y a la possibilité de se former d'une autre manière. Complètement d'accord. Après, c'est positif que ce soit à la mode, mais en même temps, il est important de disposer des bonnes informations parce que souvent sur les réseaux sociaux, beaucoup malheureusement ne mettent en évidence que la réussite, que le fait que tu cliques sur un bouton et tu gagnes de l'argent. Il y a de plus en plus de gens, de jeunes même des fois, qui promettent richesse, monts et merveilles très facilement, etc. Alors que souvent, il y a anguille sous roche, hein, c'est soit des escroqueries, soit du mensonge, soit c'est fallacieux, soit c'est dans l'objectif de te vendre quelque chose, etc. Et ça, c'est une réalité qui est malheureusement triste, mais parce que elle est souvent, ce sont des gens qui ont des objectifs et des comment dirais-je, une orientation plus mercantile et motivée par une richesse rapide et simple. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau, malheureusement, alors que l'entrepreneuriat, non, c'est pas facile, non, c'est pas simple, non, c'est pas rapide. Il y a quelques élus qui peuvent justement réussir très facilement et très rapidement, mais ça reste une minorité. Énormément de candidats pour très peu d'élus finalement, même en faisant abstraction de la partie réussite rapide et fulgurante. J'ai conscience que même moi j'ai beaucoup de chance. Tu vois, je suis issu d'un milieu où mes parents n'avaient pas forcément, enfin tu connais mon histoire, la plupart des gens qui nous écoutent la connaissent, mais voilà, je suis pas issu d'un milieu aisé, j'ai pas de diplôme spécifique, j'étais ouvrier à l'usine, j'aurais pu toute ma vie justement ne pas entreprendre et puis rester dans cette voie. Finalement j'ai pris des décisions et il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis en toute humilité. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais peu de gens ont ces possibilités, peu de gens ont cette configuration de vie, peu de gens ont cette chance finalement, et peu de gens ont la capacité de résilience, d'adaptabilité et de travail, de remise en question qui fait que tu peux avoir des résultats. Donc c'est important quand même de le spécifier. D'ailleurs, j'imagine que tu l'as constaté, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Non, du tout. Là, tu te lances juste en fait quand tu as gagné justement ce concours. On l'a vu tout à l'heure dans le petit extrait vidéo où je crois que c'était filmé quand Océane t'appelle. Il me semble, tu es encore dans ton bureau de directeur des écoles et tu es là. Wow. Donc tu es en pleine transition à ce moment-là, ou en tout cas tu es vers la fin. Maintenant, ton activité elle est lancée, tu es en train de mettre en place différentes choses. On va en parler après de ton jeu, mais tu es en train aussi d'accueillir les premiers clients, les premières personnes qui vont pouvoir bénéficier de ton accompagnement. D'ailleurs, tu évoquais tout à l'heure qu'éventuellement, certaines personnes qui voudraient en bénéficier, qui écoutent le podcast, peuvent te contacter et en bénéficier limite gracieusement
peut-être que tu veux faire un message là-dessus. Tu sauras mieux l'exprimer que moi. Tu connais mieux ton offre que moi, c'est certain. Et ça permettra aux gens aussi c'est un cadeau un petit peu que tu veux faire à la communauté. Donc, je te tends cette perche et merci pour ça. Puis après, on parlera de la partie jeu. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, tous ceux qui aimeraient optimiser obtenir des résultats et tout en trouvant cet équilibre-là, vie perso, vie pro, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Je pourrais suivre gracieusement, comme il a très bien dit, et gratuitement, certains d'entre vous, et pour construire avec vous et optimiser ce plan de 90 jours. Et c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je le ferai et beaucoup de dévouement. Donc n'hésitez pas. À combien de personnes cette offre est limitée? Parce que tu sais, on est de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Et si tu veux pas avoir 12 000 ajouts sur LinkedIn et requêtes, tu devrais peut-être limiter à 3, 5, 10 personnes. Exactement, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, à 2-3 personnes. 3 personnes, précisément. Ok. Et du coup, comment tu vas les sélectionner, ces 2-3 personnes? Il faut qu'ils expriment leur motivation, il faut qu'ils se vendent à toi. Comment ça marche? Parce que... Alors, je pense que je vais utiliser la même méthode qu'Alec. Donc, vous allez... Si tu veux. Hein, non, en toute franchise, je vais travailler là-dessus, mais ce sera en fonction de déjà votre motivation, votre âme entrepreneuriale, votre désir d'aller de l'avant, surtout d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui débutent et qui ont des problématiques qui sont en phase avec ce que je peux leur apporter. Donc on aura d'abord un premier temps d'échange pour voir si je suis la bonne personne qui pourra vous apporter la valeur et vous apporter du coup ce programme de 90 jours qui vous permettra d'atteindre vos objectifs le plus efficacement possible et de trouver cet équilibre vie pro, vie perso et tout ce qui s'ensuit. Et après ces 2 critères, je pense que c'est... Moi, j'en ajoute un troisième, tu avais raison, il faut liker, commenter cette vidéo YouTube. Oui, et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Exact. Vous aurez un point bonus et si Comrade me dit choisis lui ou elle, j'irai vérifier qui a liké et qui a commenté la vidéo. Clairement. D'ailleurs, tiens, on va voir ceux qui sont attentifs et ceux qui sont arrivés jusqu'à cette vidéo. Mettez le mot lumière dans les commentaires de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là précis, ça fait à peu près 1 heure déjà, un petit peu plus d'1 heure qu'on échange. Et puis on verra si certains ont la lumière à tous les étages ou si on a pu mettre en lumière certaines choses qui étaient pertinentes jusqu'ici. Ou qui nous remercie de mettre en lumière ton parcours et les auditeurs qui nous écoutent. En tout cas, ça fait super plaisir et c'est la première fois que j'accueille directement une personne qui nous écoute, même si on avait notamment récemment avec l'épisode spécial du changement de studio reçu 3 personnes qui nous écoutent. Mais là, un épisode dédié, c'est la première fois, c'est pas la dernière fois. Donc restez attentifs. Abonnez-vous à la chaîne, mettez 5 étoiles Apple Podcast parce qu'il est possible que de temps en temps, on vienne piocher différentes personnes. Et suivez-nous sur les réseaux parce que là encore, on fait un concours où j'invite à manger au restaurant pendant une période de tournage à Paris le 13 octobre, quelqu'un le midi. De l'autre côté, je vais faire gagner différents lots lors de l'épisode des 1 an du podcast qui sera assez particulier et des lots plutôt sympas. Donc, je suis vraiment dans cette démarche aussi à redonner à celles et ceux qui nous écoutent, voire même tout simplement à donner parce que je ne gagne pas forcément d'argent avec le podcast, ça me coûte plus qu'autre chose, mais c'est dans cette démarche de contribution que je fais tout ça. Bref, revenons-en à ça. Donc, voilà, celles et ceux qui veulent en savoir plus, tu as proposé de les aider gracieusement, merci pour ça. Tu sélectionneras 3 personnes pour en profiter. Le jeu, justement, pour élever le niveau de conscience. Moi, quand tu es venu et que tu m'as expliqué justement cette histoire, limite, j'y croyais pas. Je me suis dit, attends, mais comment c'est possible? Il a créé un jeu de société avec des cartes, avec des règles, avec une sorte de plateau sur un fichier Excel, avec des rôles, avec un dé qui, du coup, quand tu lances le dé, ça déploie différentes choses. Et le tout avec une démarche pédagogique et concrète pour te permettre, dans une narrative qui est déjà écrite, de réussir à optimiser ton temps sur différents paliers de vie et passer ça s'appelle Sauver ta vie finalement, ce jeu. Life, yes. Exactement.
je t'ai même suggéré de changer le nom d'ailleurs pour différentes raisons qui sont plus d'ordre stratégique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, c'est pas anodin. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit, j'étais en train de préparer un webinaire. Je voulais apporter de la valeur dans ce webinaire et je suis allé tellement loin dans la valeur que j'ai apportée que finalement j'ai créé ce jeu de société. Exactement. Ça dénote plusieurs choses, hein. Ça dénote vraiment notamment cette volonté d'apporter énormément de valeur à celles et ceux qui viennent pour t'écouter. Et je suis super content que tu sois ici parce que je t'ai demandé combien de personnes à ton précédent webi malgré la valeur qu'il y avait dedans. Tu m'as dit 0. Et finalement... Il a dit dans tout le monde. Oh là là. C'est finalement la réalité de l'entrepreneuriat. Tu vois, le nombre de gens qui font des choses extraordinaires et qui mettent en place des choses super chouettes, mais qui finalement, il n'y a personne pour les écouter. Il y en a beaucoup. Mais j'ai cette chance, tu vois, d'être suivi, d'être écouté. Je suis très heureux de mettre en lumière ton parcours et des personnes comme toi parce que tu vas naturellement aussi être suivi, être écouté, en tout cas dans cet épisode, et celles et ceux qui veulent te suivre plus loin pourront le faire. Mais effectivement, c'est un vrai problème, la visibilité, encore plus dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer, qui est assez saturé, où les coûts publicitaires sont de plus en plus élevés, sachant que toi, tu démarres avec très peu de ressources financières aussi, et donc tu ne peux pas forcément faire de la publicité comme tu le voudrais. Donc ouais, tu as mis en place ce jeu, dis-nous en plus sur ce jeu qui aujourd'hui est finalement limite un jeu de société complet et ouais, c'est intéressant. Le jeu consiste à rentrer dans la peau d'un entrepreneur qui est déjà préparé dans le jeu ou encore d'incarner cet entrepreneur en question à travers ses propres problématiques qui lui sont propres dans la vie réelle. Ouais. Et quel est ce scénario ? C'est le suivant. Un entrepreneur jadis à succès qui faisait un très beau chiffre d'affaires de l'ordre de 100K avec une très belle marge personnelle. 100K par mois, par an ? 100K par mois. D'accord. 100K par mois avec une très belle marge personnelle. Voilà, il réussissait à tous les niveaux de vie, à toutes les échelles. Donc c'est une sorte de solopreneur ou en tout cas entrepreneur qui a peu d'équipe et qui fait beaucoup de marge, quoi. Oui. Ok. Oui. Et du coup, justement, à un certain moment, par négligence, il retrouve son business en quasi-faillite et aussi sa famille qui est au bord du gouffre, au bord de l'implosion. Il lui reste exactement 90 jours pour résoudre cette situation avec des défis de productivité qui lui sont propres. Si c'est une personne stressée, si c'est une personne qui a tendance à être très oublieuse, si c'est une personne qui fait plein de choses à la fois et elle a besoin d'être focus, etc. Ah oui, parce que tu tires des cartes selon justement le type d'entrepreneur qu'il est. Chaque scénario a sa particularité. Oui. Ouais, effectivement. Et tu m'as montré le jeu, je me souviens. L'entrepreneur stressé, l'entrepreneur... Ouais. C'est ça. Et à partir de là, le jeu démarre où on constitue un mastermind. Et dans le mastermind figure ChatGPT. Ouais. ChatGPT qui est en phase d'observation pendant certaines semaines et d'action et de participation pour d'autres. Et l'idée, c'est d'avec la monnaie du jeu qu'on appelle l'énergie productive, réaliser des actions soit de planification ou d'exécution qui ont un certain coût en termes d'énergie productive, qui vont te générer des points pour restaurer ta famille ou restaurer ton entreprise ou les deux. Parce que le but du jeu, c'est à la fin des 90 jours de restaurer sa famille par une jauge qui est de l'ordre de 100%. Donc la restaurer entièrement et restaurer aussi son entreprise aussi de la même manière. Et chaque semaine, on tire d'abord une carte, on lance d'abord un dé qui entre 1 et 6 du coup, sur lequel on obtient soit une mauvaise nouvelle si on tire entre 1 et 2, rien si on tire entre 3 et 4 et une bonne nouvelle si on tire entre 5 et 6. D'accord. Et ce sont des événements qui sont autres que ce qui peut qui nous arrivent indépendamment de notre volonté. D'accord. Je prends par exemple le fait que comme bonne nouvelle, comme carte dans le jeu, il y a des bonnes nouvelles où ta famille te réserve une certaine surprise, décide de te faire une surprise pour te récompenser pour tout l'investissement que tu as fait pour eux. Bon, à partir de là, ça te stimule, ça te booste dans ta vie familiale, ça crée du lien. En plus de ça, ça te stimule à aller encore plus loin dans ton entreprise. Ou encore un autre bel événement, tu as l'opportunité, comme moi, de participer à un podcast ou de participer à un événement où tu as une grande visibilité. Et là, pareil, ça booste ton entreprise. D'accord. Donc, ça te donne des points dans le jeu. Et en plus de cela, chaque semaine, tu te dois de consommer ton énergie productive. On démarre tous avec 5 énergies productives. Tu poses des actes de planification et ou d'exécution. D'accord.
Et à la fin de la semaine, du coup, ça te donne des points et tu évolues comme ça au fur et à mesure du jeu. Et ChatGPT intervient euh, à la 3e semaine, la 6e, puis la 9e semaine, sans oublier la 12e. Et lui aussi a son mot à dire. C'est-à-dire que dans le jeu, Lui aussi, c'est un joueur finalement presque. C'est un... Partie prenante en tout cas du scénario. Oui, c'est un expert en productivité, membre du jury. D'accord. Donc il y a des prompts qui sont créés sur mesure pour expliquer à ChatGPT les choix que tu as faits et des choix qui sont les tiens. ChatGPT t'attribue un certain nombre de points. D'accord. Voilà. Okay. Et tout à la fin du jeu, tu as non seulement le bilan de ton évolution avec des graphes qui apparaissent de ton évolution au niveau de la restauration de ta famille, la restauration de ton entreprise, le suivi aussi de ta productivité personnelle, quels actes que tu as posés, est-ce qu'il y a eu des semaines où tu n'as quasiment rien fait, où tu n'as pas forcément fait des bons choix ou pas. Et ChatGPT te génère 3 scénarios qui consistent en, si dans la vie réelle, tu aurais réellement posé ces actes-là, qu'est-ce que cette personne-là que tu incarnes serait devenue. D'accord, ok. Et dans le jeu, on a la possibilité de dépasser, de sortir de ce qu'on appelle la rat race de l'inefficacité. C'est-à-dire qu'on dépasse les 2 jauges que sont la jauge de famille et la jauge entrepreneuriale. Et si on les dépasse, on sort de cette rat race-là pour entrer dans la voie d'impact. Et à partir de là, on a la possibilité de c'est la fin du jeu ou c'est une étape dans le jeu? C'est une étape supplémentaire dans le jeu D'accord. si on réussit à dépasser le stade des 100%, où tu as la possibilité de poser des actes qui ont un impact sociétal ou encore social, tels que construire un hôpital gratuit, et construire une école, construire un programme pour la préservation des océans. Ça a un impact aussi environnemental. Et du coup, voilà, là, ça ajoute un plus dans le jeu et ce dashboard-là te génère un diplôme réel que tu peux imprimer, où il est mentionné à la fois ton nom et l'action que tu as posée, et tu as la possibilité de l'imprimer dans la vie réelle, à dater bien sûr, et tu l'as pour toi. Génial, superbe. Voilà. Plusieurs questions, donc c'est un jeu à plusieurs joueurs? Oui, okay. 3-4 joueurs maximum. D'accord. Ça dure combien de temps une partie? Une partie doit durer environ, après ça dépend de la rapidité, mais il faut compter à peu près au minimum 90 minutes. Ok, d'accord. Intéressant. Et où retrouver ce jeu? Où retrouver ce jeu? Sur mon site. Okay. Donc BSN, Build Signature, où il y a des liens pour les inscriptions. Il y a d'ailleurs beaucoup de liens sur ton site. Trop de liens. Trop de liens. Trop d'appels à l'action partout. C'est pas un site, c'est un sapin de Noël. Donc pour celles et ceux qui peut-être cliquent ou verront le site et le lien maintenant, bien sûr, il sera mis à jour, j'espère, si tu appliques les différents conseils que je t'ai donnés. Clairement. Mais on pouvait trouver tout ce qu'on veut sur ce site. Il y a à boire et à manger, il y a même trop de choses. Vous allez être gavés. Non, c'est ok, génial. C'est super intéressant. Effectivement, c'est une approche où tu donnes énormément de valeur finalement pour élever le niveau de conscience. Ça dénote que tu fais pas les choses à moitié. En tout cas, quand tu as quelque chose à cœur, tu le fais sérieusement. C'est quoi les prochaines étapes justement de ton périple entrepreneurial là dans l'état des choses là quand tu vas rentrer dans quelques jours en France, c'est quoi tes buts, tes objectifs, tes prochaines actions, tes prochaines étapes qui peuvent donner plus de clarté justement peut-être à des entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont comme toi, c'est-à-dire tu sais dans quelle niche tu es, tu connais tes compétences, ton expertise, tu as une offre claire, tu veux développer ta visibilité, tu veux développer ton activité. Et en fait, ces différentes choses que je viens d'évoquer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être 20, 30, 40% de ceux qui nous écoutent, qui sont finalement porteurs de projets, qui sont typiquement les personnes qui, par exemple, qui sont la cible du livre Les Nouveaux Entrepreneurs. Oui. Je sais que ton fils adore mon bouquin, tu disais justement, peut-être parce qu'il est rouge, justement. C'est ça, voilà. Exactement. Et oui, c'est l'objectif justement de pouvoir, au travers de cette question, donner une sorte de petit plan d'action ou clarté de voilà, ce que fait un entrepreneur comme eux dans son quotidien pour mener à bien atteindre ses objectifs ou en tout cas maximiser les probabilités d'atteindre de son objectif. Donc ce qui est bien, parce que tout s'aligne étant donné que j'arrive à la fin de mon plan personnel de 90 jours, donc ça se solde finalement par un podcast avec une grande visibilité. Et actuellement, je prends énormément de notes de tous les conseils que tu me donnes. Donc je sais que
arrivé de retour en France, je vais retravailler sur mon site pour simplifier le site au maximum pour fluidifier l'appel à l'action. Ouais. Mais aussi, surtout, derrière, l'idée, c'est de développer le jeu pour en faire une application. Et pourquoi pas tendre du coup avec une association, un partenariat avec un développeur pour travailler sur ce projet-là. Et derrière, l'idée, c'est une fois que toute cette partie game sera faite, lancer mon programme productivité puissance 90 jours. Pourquoi tu le fais pas en même temps? Parce que développer un jeu, ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ressources. Moi, je te recommanderais, d'ailleurs, tu as pris déjà beaucoup de notes, mais on va encore en prendre tout à l'heure parce qu'on va passer aussi la soirée ensemble, etc. Mais Oui. ce que je veux dire par là, c'est que tu devrais le faire en parallèle. Et ça, c'est la problématique de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre des actions court terme qui peuvent donner du résultat vite et rapide. Typiquement, continuer à développer ta visibilité. Je sais que tu es pas mal présent sur LinkedIn, mais l'ajuster pour avoir plus d'impact sur cette visibilité, parce qu'aujourd'hui, tu as peu de gens qui lisent tes publications et tu as peu de visibilité à cause de tout ça. Pour pouvoir justement accueillir des personnes dans ton programme, vendre ce programme, atteindre un certain chiffre d'affaires et pouvoir développer ton affaire, ton business. Et de l'autre côté, effectivement, plus en side project, limite le décorréler complètement de cette activité aujourd'hui de coaching, consulting que tu veux développer autour de la productivité pour les entrepreneurs qui sont des parents, développer ce jeu. C'est pour ça que, par exemple, dans un de mes conseils, je t'ai dit, dissocie ton site actuel de ton jeu, fais 2 sites à part entière, 2 marques à part entière, parce que même si on est dans la même niche, on n'est pas du tout dans la même temporalité, dans le même objectif, dans le même impact et dans la même typologie de business. Complètement différent. Donc, petite parenthèse de valeur pour toi. Merci pour cela. Avec plaisir. Mais tu es là pour ça, finalement. Mais ouais, c'est intéressant. Ok, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, si ce n'est te remercier tout simplement pour ce conseil. C'est vrai qu'on avait parlé du fait que déjà il faut bêta-tester ou encore proposer gracieusement le programme et pour apporter au maximum de valeur, après avoir la structure qu'il faut pour le lancer. Donc oui, c'est vrai que... On a passé à peu près la 1h20, 1h30, il me semble, à échanger, à discuter. Tu avais préparé des questions, éventuellement. Il nous reste à peu près 20 minutes, une demi-heure ensemble. D'accord. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-unes qui peuvent avoir potentiellement un rapport direct aussi avec ton activité? En tout cas, moi, je vais essayer de tourner les éventuelles réponses, si tu m'offres l'opportunité de le faire, pour t'apporter de la valeur et apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent, qui est le but du podcast. Alors, à te dire vrai, c'est vrai que les questions que j'ai préparées sont plus ciblées sur ce qui te définit, parce que là, j'ai eu le temps de passer du temps avec toi. Ouais. Et aussi, le cadre dans lequel je t'ai rencontré, comme je te le disais, c'est par rapport à une bonne action que tu avais faite. Le fait de vouloir donner aux gens, d'avoir cette vision, tu en parleras dans ma question. Mais voilà, ils sont plus portés sur ta vision, ta mentalité, ton mindset et tes principes extra-entrepreneuriaux, on va dire ça comme ça, mais qui ont un impact finalement dans l'entrepreneuriat. Donc ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que tu aies eu cette idée d'inviter quelqu'un, qui plus est un inconnu, puisqu'on ne se connaissait pas plus que ça à l'époque, donc moi, à bénéficier d'un séjour tout frais payé à Dubaï et être logé par tes soins? Ouais. C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs raisons. Si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui nous écoutent, c'est grâce à ceux qui me font confiance depuis le premier jour. Lorsque j'ai allumé la première fois la caméra pour créer du contenu sur Internet, c'était en 2000. En tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat en 2017. La réalité, c'est que ça s'est fait plusieurs années avant. Et depuis 2017, donc maintenant plus de 6 ans,
au moment où on se parle, parce que c'était début 2017, mi-2017. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent, qui m'accordent leur attention. Et aujourd'hui, on est dans la guerre de l'attention. Et l'attention est la valeur et la richesse la plus précieuse. Clairement. Le temps, l'attention, tu sais de quoi on parle, tu es dans ce domaine désormais aussi. Et mon but, c'est de contribuer, c'est d'aider et de faire de plus en plus aussi participer la communauté. Un de nos objectifs avec entrepreneurs.com et qui est derrière le podcast Le Déclic, c'est pas Alec Henry, c'est l'équipe derrière Alec Henry et c'est aussi l'équipe entrepreneurs.com. Tout ça est possible grâce à entrepreneurs.com, grâce à mon réseau, grâce à mes ressources. Aujourd'hui, le podcast, ça coûte de l'argent, c'est 100% financé par nous. On ne fait pas de placement de produits spécifiques malgré certaines demandes. Et du coup, c'est dans cette volonté. Et tu vois, effectivement, faire venir quelqu'un comme toi sur le plateau, on est sur un budget global de plus ou moins 3-4 000 euros. Là, on va enregistrer l'épisode des 1 an. On en a pour un budget de plus ou moins 6 000 euros, un petit peu plus. Mais je le fais vraiment de bon cœur dans cette volonté. Et tu vois, j'avais cette discussion il y a de ça quelques jours. C'est quelqu'un qui me l'a évoqué dans le cadre de mon mastermind que du coup je co-organise avec Oussama Hamar, qui, de par sa visibilité, m'en a offert aussi beaucoup, notamment pour le podcast Le Déclic, et je lui en remercie. Et tu vois, cette personne qui est membre du mastermind me disait « Pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu contribues ?» Elle me disait la même chose. Et en fait, je lui ai dit la même réponse que j'ai donnée à quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi tu organises les meetworking ?» Donc les meetworking, ce sont des événements physiques que j'organise quand je rentre en Europe, notamment souvent à Paris. Le dernier a eu lieu il y a de ça quelques jours, le 20 septembre. On était plus de 350 entrepreneurs réunis. Le prochain aura lieu le 11 octobre. Et j'en fais aussi ici à Dubaï. C'est parce que j'estime que j'ai une responsabilité. J'ai la chance d'être visible, d'être crédible, d'être écouté, d'être suivi. J'ai une responsabilité. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne vont utiliser leur influence et leur visibilité qu'à des fins mercantiles ou à des intérêts personnels. Aujourd'hui, moi, j'ai une responsabilité, celle de véhiculer un message. Je dis pas que je suis la personne qui va prêcher la bonne parole ou que j'ai la science infuse. Loin de là, en toute humilité, j'ai encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Mais par contre, j'ai une responsabilité, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à des outils, à des ressources telles que de la valeur, telles que du réseau, telles que des contacts. Et c'est pour ça que je fais partie de ces personnes où j'aime aider, j'aime contribuer et ça fait partie de mon ADN. Et aujourd'hui, tu vois, il y a encore trop peu d'entrepreneurs qui le font sincèrement pour vraiment aider et impacter. Il y en a beaucoup qui vont mettre en place plein de choses pour essayer de faire mine de données et autres, mais c'est souvent caché derrière un message marketing ou autre, ou qui vont te mettre des garanties X, Y, Z et qui, lorsque ça va pas marcher, vont te dire t'as pas appliqué la règle numéro 3 des CGV, t'as pas lu, ou qui vont te dire like, partage, machin, et qui vont même pas finalement réellement faire leur tirage au sort comme il le faut. Tu vois, nous, d'une part, on a déployé un budget pour le cadeau, mais on a aussi dû déployer un budget pour les équipes et les ressources. Mes équipes sont pas bénévoles, hein. Ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont des factures à payer. Et puis aussi pour un huissier, pour faire en sorte que le tirage au sort soit bien fait, etc. Et malgré ça, il y aura quand même des gens qui vont te dire non, c'est faux, il fait pas les choses. Le nombre de messages qu'on a reçus de pourquoi t'as pas encore publié l'épisode avec le gagnant, c'était du fake, c'est faux, etc. Mais tout simplement, voilà, lorsqu'on s'est appelé, on a vu nos disponibilités respectives, on planifie les choses, et voilà. Donc, je divague par rapport à ta question initiale, mais en fait, pourquoi je fais tout ça ? C'est parce que ça fait partie, premièrement, de mes valeurs, premier point. Deuxième point, j'estime être chanceux à de nombreux égards. Et troisième point, c'est parce que les choses qui sont passées dans ma vie et qui font la personne que je suis aujourd'hui font que j'ai conscience de la responsabilité que j'ai avec le pouvoir, entre guillemets, que j'ai. Tu vois, comme disait Oncle Ben à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Je dis pas que j'ai un grand pouvoir, mais en tout cas, je dis que j'ai des responsabilités à la hauteur du pouvoir que j'ai aujourd'hui. Et en tout cas le pouvoir d'influencer de manière positive celles et ceux qui nous écoutent. J'essaie de l'utiliser à bon escient et puis de leur permettre d'avoir accès à différentes choses. En toute franchise, c'est tout à ton honneur. Tout à ton honneur parce que je fais aussi partie des personnes qui au bout d'un moment se disent mais pourquoi en fait tu fais tout ça ? J'en ai fait partie, mais c'est rare de voir des entrepreneurs comme ça en tout cas, surtout à succès. Donc bravo à toi.
Ensuite, quelle est ta vision de la vie et as-tu quelque chose qui transcende ton business? Euh, Ma vision de la vie et transcende mon business. Euh, la vie, elle est courte, mais elle est longue à la fois. Il faut en profiter. Et la chose la plus précieuse qu'on a, c'est la santé. Donc, il faut la préserver. J'en ai toujours plus ou moins eu conscience, mais là, via des récents événements, encore plus. Et tu vois, il y a l'équilibre de vie. Et tu vois, j'ai structuré. Avant, mes OKR, c'était que du business. Aujourd'hui, mes OKR, j'en ai 3 principaux. Au niveau de ma vie globale, il n'y en a qu'un qui est lié au business. 2 autres, il y en a un, c'est lié à la famille, et un autre, c'est lié à l'épanouissement personnel, la famille, etc. Et un autre, c'est lié à la santé, réellement, tu vois. Parce que finalement, et le plus important, potentiellement, c'est vraiment la santé. Le second plus important, c'est la famille. Sans la santé, il n'y a rien. C'est le pilier. Et puis, le dernier, c'est le business. Parce que le business, ça va, ça vient, ça se construit, etc. Parce que derrière les familles, il y a aussi les valeurs, tu vois. Dans famille, tu as aussi amis, il y a plein de choses, tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. D'accord. On parlait en off de cette notion qui me tient à cœur, comme tu as vu mon parcours, qui est la combativité. Ouais. La combativité dans la rue ou la combativité dans la vie? Ah non, la combativité. Ça aussi, tu m'as expliqué. La combativité dans la vie. Ok, d'accord. La combativité dans la vie. Voilà, je compte sur, en tout cas, s'il vous plaît, considérez que je parle de la combativité dans la vie. Avoir la force de ne pas se défiler, mais de faire face aux situations difficiles et apporter le mieux qu'on peut pour affronter avec bravoure cet événement et la surpasser. Donc, on parlait de cette notion. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où la résolution paraissait insurmontable et pourtant tu as réussi à vaincre? Oui, enfin, il n'y a pas de situation particulière qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Tu vois, régler des problèmes, c'est tous les jours. Et plus tu montes, plus tu avances, plus tes problèmes et tes emmerdes sont élevés. Oui. En fait, tu as des problèmes et des emmerdes à la hauteur du niveau où tu es. C'était d'ailleurs un élément qu'évoquait Tougan dans le podcast qu'on a fait lui et moi, qui est un superbe épisode. Je vous invite à le regarder, celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et tu vois, c'est vraiment cette notion où la plupart des gens, en fait... C'est pour ça que moi, quand je vois des entrepreneurs qui démarrent, et qui ont l'air déjà complètement sous l'eau, complètement submergés, complètement dépassés, qui ont un niveau d'anxiété énorme, etc. Alors qu'ils ont finalement des problèmes à la hauteur de leur niveau actuel d'entrepreneuriat et d'ambition. Je me dis, waouh, coco, cocotte, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment soit transformer la personne que tu es, ton identité, et vraiment évoluer, soit t'accrocher très fort, parce que crois-moi, les problèmes du niveau 12, c'est pas les problèmes du niveau 1. Et les problèmes du niveau 12, c'est pas les problèmes du niveau 100, ni du niveau 50, ni du niveau 25. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que des fois, tu as des entrepreneurs qui montent très, 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 très haut et qui, d'un coup, d'un seul, vont pouvoir complètement retourner en bas, à 0, voire plus bas que 0 encore. Parce que le niveau de difficulté est tel et le niveau de problème et l'ampleur des problèmes est tel que tu peux créer là-haut, qui fait que un seul élément, un seul bouleversement peut te faire tomber très bas, voire plus bas encore que tu ne l'étais initialement. Et ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, la chance est que quand tu tombes, tu ne perds pas ton expérience, tes compétences, ton réseau. Et encore que des fois, le réseau peut te tourner le dos, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous un chemin de vie qui est différent. Oui. On peut réussir à 60 ans comme à 16 ans. Et on peut échouer à 40 ans comme à 30 ans. On peut se reconstruire à 50 comme à 20. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, c'est pas l'échec qui est fatal ou qui est final, c'est vraiment l'abandon. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, il faut en avoir conscience. Et puis, surtout, il faut faire face aux problématiques. Et une des compétences clés de l'entrepreneur, j'en avais conscience, mais j'en ai pris encore plus conscience récemment par l'intermédiaire de différentes choses, différentes personnes, c'est vraiment la capacité à un individu de savoir faire face aux problèmes et liés à ces problèmes, de les régler, de les gérer et prendre les bonnes décisions. D'accord. Mais des décisions liées non pas aux conséquences, mais aux causes. Et si tu n'es pas en capacité d'identifier les causes de la problématique et que tu restes sur les conséquences, tu vas juste mettre des sparadraps et des pansements sur des blessures ouvertes.
ouverte. Et alors qu'il faudrait plutôt chercher à identifier où est la blessure, recoudre, régler le problème, et là on est bon et on peut avancer vers la suite. Et ça c'est très important, et beaucoup de gens continuent d'essayer de mettre de l'eau dans des baignoires percées sans comprendre pourquoi ça n'avance pas et ça ne se remplit pas. D'accord. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens font du surplace, voire même à terme abandonnent. C'est un sacré challenge. Autre question, quelles sont tes perspectives d'impact pour les temps à venir? Continuez à faire en sorte que le podcast impacte de plus en plus de gens. Vous êtes très très nombreux sur YouTube. Vous l'êtes moins sur les plateformes de streaming. Il faut savoir que on sort 2 épisodes par semaine. Hein. Un épisode le mercredi sur la chaîne YouTube à 18h, mais aussi un épisode l'épisode du mercredi sur les plateformes de streaming le jeudi matin, et puis le lundi matin, des épisodes exclusifs uniquement sur les plateformes de streaming. Donc écoutez ces épisodes aussi, parce que ce qui est dingue, c'est qu'il y a à peu près 90% des gens qui écoutent le podcast qui n'écoutent pas les podcasts audio. Et malgré ça, quand on dit qu'on est le podcast numéro 2 écouté en francophonie dans la catégorie entrepreneuriat, on ne prend en considération dans cette variable que les écoutes audio. Parce qu'elles ne sont pas comptabilisées, les écoutes vidéo, au travers de cette variable et de ce classement-là. Donc, c'est super gratifiant. Donc, continuez à nous soutenir, continuez à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming et allez sur ces plateformes de streaming, nous écouter, écoutez les podcasts exclusifs parce qu'il y en a énormément et vous êtes de plus en plus nombreux. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, abonnez-vous au podcast sur Apple Podcast. Et par contre, dans notre catégorie, on a la chance d'être les numéros 1 en France aujourd'hui dans la catégorie entrepreneuriat et notamment parcours d'entrepreneur sur YouTube, sur le format vidéo, qui est le format de mes premiers amours. Moi, j'ai démarré avec YouTube justement. Donc c'est plutôt gratifiant, mais c'est continuer à ça. Et pour ça, notamment, tu vois là, on organise 12, 13, 14, 15 octobre, un nombre assez important de tournages, quelque chose comme 16 tournages, avec des invités assez exclusifs. Donc, tu vois, en 3-4 jours, je vais enchaîner 16 tournages qui sont préparés depuis plusieurs semaines. Et on a déjà planifié en février un autre tournage aussi à Paris dans un studio éphémère qu'on a créé de toutes pièces avec 3 personnes de mon équipe. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire tout ça parce que j'ai une équipe vraiment énorme, soudée, dévouée derrière moi et toutes les actions qu'on entreprend sur entrepreneurs.com, Alec Henry et mes autres structures. Et tout ça est possible vraiment grâce à eux, donc merci publiquement à eux. Mais tu vois, là, on veut donner une autre dimension au podcast et inviter des invités qui sont assez exceptionnels, que ce soit dans leur réussite entrepreneuriale comme leur réussite d'impact. Vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Ouais. Wow. Et ben. Quels sont les principes et les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans le business ou encore dans la mentalité ou le comportement, la conduite des entrepreneurs? Je dirais la fidélité, l'honnêteté, la transparence. Ouais, déjà, tu vois, c'est déjà bien. Si tu as ça, c'est pas forcément la voie la plus rapide. C'est pas non plus forcément la voie la plus simple. D'accord. Mais c'est, je pense, la voie la plus durable. La plus lisse et la plus agréable, en tout cas par rapport à mes valeurs. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, gagner beaucoup plus d'argent si j'étais malhonnête, si j'étais pas fidèle, si j'étais simplement intéressé par l'argent. Mais quand je te dis beaucoup plus d'argent, c'est que j'aurais multiplié par 10, voire par 20 ma fortune personnelle au moment où je te parle, avec les leviers que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Donc c'est un choix délibéré de passer à côté de dizaines de millions de chiffres d'affaires et peut-être même autant de marge dans les années à venir et par rapport à ce que j'ai pu faire sur les années précédentes. Et j'insiste, dans les années à venir, hein, j'ai pas gagné non plus 100 millions, hein, qu'on soit d'accord, loin de là même, mais d'avoir fait le choix justement de suivre mes valeurs plutôt que de suivre uniquement des pulsions mercantiles. Ouais. Pourtant, j'y ai pensé. Tu vois, on n'est pas tous des saints et tu as toujours ce petit ange à droite et ce petit démon à gauche qui te dit, tu vois, non, écoute ton coach sportif, et l'autre il te dit, non, mais mange ce gâteau, t'en as vraiment très envie. Et pareil dans le business, pareil dans tout, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Donc ouais, c'est hyper important de le souligner, et je juge pas ceux qui ont peut-être pas la force de caractère ou à contrario qui ont la faiblesse d'aller vers ces voies qui sont un petit peu moins carrées, on va dire. Chacun fait son chemin et chacun prend ses décisions et chacun doit assumer les conséquences qui incombent. Clairement. J'ai encore 2 questions pour toi.
Alors, on est à Dubaï. Ouais. La concurrence est très rude. Il y a pas mal d'entrepreneurs à succès. Est-ce que tu as certains entrepreneurs que tu prends comme modèle ou as-tu vu des conduites, que ce soit entrepreneuriales ou encore des conduites de vie, qui t'ont particulièrement impressionné chez des entrepreneurs ici à Dubaï? C'est une question assez intéressante, c'est assez complexe. Non, j'ai pas de modèle spécifique. J'en ai jamais eu particulièrement. Aujourd'hui, j'essaie surtout de me comparer à moi-même. En fait, D'accord. pourquoi c'est pas une question d'ego ou autre. Il y a des choses intéressantes à gauche, à droite, etc. Mais il y a plusieurs points à prendre en considération. Le premier, c'est qu'on n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous le même contexte. Tu vois, si demain je dirais dans ce podcast ou autre, faites ça comme ça, les gens pourraient culpabiliser, tu vois, parce qu'ils n'ont pas la même possibilité que moi, tu vois. Je te donne un exemple. Le cadre que tu m'as décrit, que ce soit ici sur le podcast ou même en off, où tu allais plus dans le détail par rapport au milieu plus populaire, etc., c'est un cadre que moi, je ne connais pas. J'ai même pas conscience de ça. L'ayant plus ou moins côtoyé à un certain moment de ma vie, je pourrais imaginer certaines choses, mais je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, tu vois. Et du coup, les conseils que je donnerais à quelqu'un issu des milieux populaires, par exemple, déjà, il ne va pas s'identifier en moi, premièrement, elle aurait raison. Et deuxièmement, il ne serait pas forcément pertinent parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de leur propre histoire de vie et leurs propres difficultés, tu vois. Et aussi leurs propres facilités, parce qu'on a des difficultés, on a des facilités. Donc, il y a ce premier point. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres et arrêtez de vouloir aller trop vite. C'est mon message. Donc, c'est pour ça que la seule personne à laquelle finalement je me compare, c'est moi d'hier. Et moi de demain, par rapport à moi d'aujourd'hui. Je dois être fier de la personne que je suis aujourd'hui par rapport à qui j'étais hier, mais je dois être stimulé à l'idée de continuer à évoluer et grandir, tout en étant digne par rapport à mes valeurs, par rapport à celles que je veux devenir demain. Et c'est vraiment cette philosophie que j'ai adoptée. Et voilà, tu vois, j'ai eu dans mon parcours des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie, qui sont restés droits par rapport à tout ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie, celle que je viens d'évoquer. Très bien. Philosophie très intéressante. Et ma dernière question, du coup je l'ai fait un peu dans l'ordre chronologique. Admettons que bon, c'est un peu morbide, mais bon, tu te trouves à la fin de tes jours. Ouais. Tu as réalisé pas mal d'accomplissements. Ouais. Quels sont les accomplissements où tu te dis il faut absolument que je les réalise avant la fin de mes jours? C'est une bonne question. Souvent sur ces questions un petit peu genre après la mort ou tout ça, ou l'impact que je peux avoir, ou de quoi les gens devraient penser de toi une fois ton passage effectué, etc. Je réponds plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc en plus qui m'impacterait ou dont je serais le plus fier, à part peut-être, tu vois, à être resté fidèle à mes valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent en chemin. Et plus j'avance, plus je vais haut, plus je côtoie des gens élevés, plus, d'une part, je vois que certains se sont perdus en chemin, et d'autre part, je suis vraiment, vraiment, vraiment admiratif de certaines personnes qui sont restées fidèles à leurs valeurs et qui restent humbles. Je te donne un exemple concret. J'échange avec quelqu'un que j'apprécie énormément, je ne vais pas le citer ici, mais il est déjà passé sur le déclic, qui a une fortune... qui a une belle fortune. On parle d'une fortune à plus de 100 millions d'euros. Vraiment plus de 100 millions d'euros. Donc, une belle fortune. Et de l'autre côté, pas plus tard et donc cette personne extrêmement humble, géniale, gentille, avenant, prévenant, avec des valeurs extraordinaires, digne, malgré tout ce qu'il a, il est aussi très populaire dans son domaine, il reste carré, tu vois. Et énorme respect pour cette personne. Et je lui ai dit, tu vois, en face, je lui ai dit, et je lui ai exprimé combien c'était beau pour moi de voir ça. Et de l'autre côté, tu vois, il y a de ça 2 jours, j'atterris. Donc, je suis rentré il y a 2 jours de périple en Europe où j'ai fait pas mal de destinations, etc. Et j'atterris, et dans ce vol, je sais pas pourquoi, j'avais pas Internet. Donc, je reçois flopé de messages, dont un message d'une personne que je n'ai pas côtoyée depuis, c'était... avant décembre 2015, parce que je l'avais côtoyé pendant ma période MLM, tu vois, donc ça fait longtemps. Cette personne m'envoie un truc, fait mine de ne pas savoir ce que je deviens, ce que je fais, etc. etc. Et c'est OK, tu vois, je peux totalement comprendre, je lui explique rapidement, moi je lui explique humblement les choses, voilà. Et c'est très rigolo parce que cette personne, dans une démarche peut-être de, je sais pas, de besoin de prouver ou complexe d'infériorité ou
peu importe en fait, on est tous différents, c'est ok. Et c'est pas du tout un jugement que je fais là, c'est plus un constat. Me répond et me raconte, me fait 3 messages vocaux. Je déteste écouter les messages vocaux. Si vous m'écrivez, écrivez-moi un message clair et concis à l'écrit. De vraiment, genre, elle se prend vraiment pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Mais quand je te dis, c'est comme si, par exemple, tu es un Teletubbies dans le bac à sable et tu te prends littéralement pour le mec qui a créé le château de Versailles, tu vois. Okay. Et en fait, j'éprouvais un peu de peine en fait pour cette personne parce que finalement, tu vois, elle a beaucoup de talent, beaucoup de compétences, mais elle se ment complètement à elle-même. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Je ne sais pas forcément expliquer pourquoi. Et la seule chose que je lui ai dit, moi, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le dialogue et j'ai pas de temps pour ça et autres, c'est ok, top, tiens, avec un pouce en l'air. Mais vraiment, je l'ai pensé sincèrement, tu vois, top, si t'es content là-dedans. Où j'ai mis le petit émoticône comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que rester les pieds sur terre. On est rien ni personne, tu vois. Déjà, dans l'immensité de l'univers, on est juste... on est rien. Et puis après, si on parle de l'immensité de l'univers couplée à l'immensité de la vie de l'univers par rapport à notre temps sur Terre, on est encore plus insignifiant et rien du tout. Donc ouais, cherchez plutôt à avoir de l'impact à votre niveau, à évoluer, à progresser, à contribuer, à faire bien les choses, à rester digne par rapport à vos valeurs, plutôt que de vouloir vous raconter une vie et de vous prendre pour je ne sais qui, alors que c'est bon, il faut redescendre un moment, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait la diversité, ça fait la richesse de la vie, c'est d'avoir différents types de personnes. On arrive au terme justement de cet épisode, on est dans les temps, c'est vraiment génial. Ça m'a fait super plaisir d'échanger, puis c'était intéressant ces 20-25 minutes de questions. Merci de les avoir préparées, puis merci de les avoir posées. J'espère avoir répondu comme il le fallait à tes questions. Très bien répondu. Moi, j'en ai une dernière pour toi, comme je pose la question à chaque personne qui vient sur le plateau du déclic. Hein, quand même, tu vas pas déroger à la règle. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés ici sur YouTube, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a un objectif, alors certes, même si notre objectif principal, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés et de monter les abonnés, c'est plus d'avoir du temps d'écoute, de la visibilité, de la présence et de l'impact au travers du podcast. Mais abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo massivement. Je pense que c'est un énorme message d'espoir que tu viens porter ici. Et je suis très heureux que tu portes, toi, Conrad, ce flambeau, ce drapeau, et que tu as eu cette opportunité de venir sur le plateau. Commentez la vidéo également. Dites-nous s'il faut qu'on fasse venir plus de vous, les auditeurs, ici sur le plateau du déclic, et je partagerai ces informations aux équipes, ils le verront, et on planifiera différents épisodes comme ça plusieurs fois dans l'année. Ma question pour toi, c'est quel est le déclic qui littéralement a créé une transformation identitaire dans ta vie? Tu en as évoqué plusieurs dans cet épisode déjà, mais un truc que tu n'as pas encore évoqué dans cet épisode, que tu n'as jamais partagé peut-être, et qui pourrait vraiment impacter celles et ceux qui nous écoutent, qui vient du cœur, et tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Ça peut toucher le pro comme le perso, être une simple phrase, une citation, une situation, une prise de conscience, peu importe. La parole est à toi pour ce mot de la fin. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier, Alec, pour toute la contribution et cette vision altruiste que tu as, parce que c'est rare de voir des personnes comme toi. C'est pas pour te jeter des fleurs, parce que je suis sur ton podcast, ou encore parce que toi et ton équipe, vous avez fait en sorte de m'accorder finalement ce privilège de venir ici. Mais je profite de cette visibilité pour exprimer ma reconnaissance, parce que c'est quelque chose comme quelqu'un qui est très connu et qui est très comment dire, voilà, qui est très clivant, a dit, c'est-à-dire qu'il y a très peu de reconnaissance. De manière générale, ça c'est dans l'humain. Donc moi, je suis reconnaissant pour les personnes qui me font du bien, qui apportent du bien et de la positivité, donc qui me donnent de l'élan. Donc merci pour tout. Et j'espère que tu pourras rencontrer des personnes aussi, t'entourer des personnes qui ont autant de valeur que toi, et qui plus est même peut-être plus, pour t'encourager à aller vers le haut. Parce que je sais à quel point c'est pas facile d'être visionnaire, c'est pas facile de porter un projet
Et c'est bien parfois d'avoir un peu, on a le bâton tendu et il faut des personnes qui te tiennent le bras droit et le bras gauche pour supporter parce que ces personnes-là, finalement, elles s'unissent à une seule et même vision. Si c'est le cas de ton équipe, je suis vraiment très heureux et j'espère que ça va vraiment se renforcer pour que vous puissiez atteindre vos bons objectifs, vos objectifs que vous êtes fixés. Donc pour cela, en tout cas, ça c'est vraiment mon souhait pour toi. Ma reconnaissance aussi que je dis clairement et publiquement parce que, encore une fois, c'est rare de voir ce type de personne-ci à ma petite échelle. J'ai vu autant de trahisons et que je trouve vraiment dommageable dans mon entourage. Bon, bah, j'imagine pas à ton échelle qu'est-ce qui doit en être. Donc ça, c'est la première chose. Après, le déclic qui m'a impacté à vie, c'est ma rencontre. C'est ma rencontre avec celui qu'on appelle Yeshua Mashiach, à savoir Jésus-Christ. C'est ce qui a complètement chamboulé ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai vu les choses complètement différemment, que ce soit par rapport à mon identité ici ou encore mon identité dans l'au-delà. Et j'ai découvert que le Créateur existe, qu'il parle, qu'il s'adresse, qu'il aime les gens, qu'il veut parler à tout le monde et qu'il veut entretenir une relation avec tout le monde et découvrir cet amour-là, en toute franchise, moi qui ai vu de la dureté, pas énormément de dureté, mais qui a vu de la dureté, ben, cette personne qui est dure devient une personne extrêmement sensible et elle apprend en fait à aimer les gens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une petite anecdote que j'ai racontée à certains sont au courant, d'autres ne sont pas forcément au courant. Mais la première fois où j'ai entendu l'évangile, je l'ai dit au départ, mais j'avais cette faiblesse-là de la violence. Et je voulais absolument que le créateur de toute chose me parle. Et c'est pendant une bagarre qu'il m'a parlé. Et pendant une bagarre, encore une histoire de quartier, où une personne pensait que j'étais en train de courser un de ses amis. Et finalement, il m'a mal parlé et je l'ai très mal pris. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai commencé à l'embrouiller, entre guillemets. Et il a voulu me faire monter dans son bâtiment, sachant que je savais très bien qu'eux font des guet-apens dans les bâtiments. Et je lui ai dit, non, on règle ça tout de suite. Il a enlevé sa sacoche, moi j'ai enlevé mon sac. Et en moi-même, je commençais à faire un dialogue avec le créateur. Il a entamé la bagarre, il a commencé à faire le point, à m'envoyer un point, j'ai esquivé, on a commencé à se battre. Mais c'est comme si ma vie passait au ralenti. Et on se battait. Je me battais très mal en plus, ce jour-là, devant certains amis, dont un, en fait, il a vu mon évolution. C'était la deuxième fois que je me battais devant lui, tout en disant que Yeshua était bon. Et en me relevant, à un moment donné, je me trouve par terre parce que je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui m'avait balayé. Et je m'arme pour lui mettre le point. Et pour la première fois de ma vie, j'entends la voix audible du Créateur qui m'a dit « Es-tu conscient de ce que tu es en train de faire ?» Et pendant mon point, j'ai fait « Il m'a parlé Jésus !» Et là, on m'a balayé. Je l'ai juste vu approcher vers moi pour me mettre un coup de genou au niveau du visage. Je me suis levé, j'ai esquivé. Et tout le monde est venu pour nous séparer. Et je disais, mais je vais tuer. Dieu m'a parlé, je vais tuer. Dieu m'a parlé. Les gens commencent à dire, mais il est fou, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Mais c'était un brisement pour moi. Et ce jeune-là, je l'ai revu quelques années plus tard. Après aussi qu'il ait perdu son ami. Et pour vous dire, des personnes dures, parfois, elles ont vraiment besoin d'amour parce que les choses sont tellement bien faites que je le recroise dans son quartier. Lui d'une extrémité d'une rue et moi d'une autre extrémité. On était tous les deux seuls et on devait se croiser. Et je le vois, moi j'avais les louanges dans mes oreilles et je le vois, on se croise, on se reconnaît l'un l'autre. Oh, mon cœur battait fort en toute franchise, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Et je le prends dans les bras, je le cite par son nom et je dis pour ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Sincèrement, en plus on n'est pas du tout de la même confession religieuse. Je dis oui, Jésus t'aime, tout ça. Et ça l'a touché, tellement touché. Parce qu'en fait, l'être humain a besoin de l'amour, en fait. De l'amour et du pardon. Et moi, je l'ai trouvé, cet amour-là. Et le fait de le vivre, non pas, c'est pas une religion, ce dont je parle, mais c'est vraiment un témoignage. Je suis pas là pour prouver scientifiquement ou être dans les débats ou quoi que ce soit. C'est vraiment un témoignage identitaire de ce que je suis. Si je suis là où je suis, j'ai pu éviter beaucoup de péripéties parce que j'ai pas tout raconté. Où j'aurais pu vriller, mais vraiment vriller. Et j'ai perdu beaucoup de personnes en chemin. C'est à cause de son amour. C'est vraiment à cause de son amour. Et je ne pourrais jamais dire à l'heure actuelle, par témoignage, qu'il n'existe pas. Au contraire, que c'est un père plein d'amour. Et mon cœur, en tout cas, pour tous ceux qui écoutent,
que ce soit des personnes dont j'ai énoncé qui m'ont challengé, je dirais plus, ou encore des personnes qui sont bien, ou encore des personnes qui sont un peu désespérées. Je fais pas du prosélytisme, c'est simplement mon témoignage, ce que je suis. Simplement témoigner que Yeshua Mashiach m'a fait beaucoup de bien, m'a sauvé, m'a donné aussi un espoir parce que j'entreprends à la fois dans cette vie-là, mais j'entreprends aussi pour l'au-delà. Et dans ma participation dans cette vie-là, dans le judéo-christianisme, surtout dans la partie juive, on dit souvent qu'on participe au tikkun olam, la réparation du monde, et on porte notre pierre à l'édifice. Moi, je veux la porter en aimant les gens. En aimant les gens, en leur faisant le plus de bien possible, sans attendre de retour. Les personnes, ils m'ont donné un temps de passer du temps avec Alec ou avec des gens. Je veux les aimer au maximum, peu importe ce qu'ils me font. Et après, une fois ce temps passé, je passe à autre chose. C'est ma contribution pour cette vie. Et après, pour l'au-delà, ma plus grande contribution et mon plus grand rêve, finalement, c'est que le Père Céleste soit fier de moi. Merci, Comran.